Bonjour à tous et merci mesdames, messieurs d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Droit de réponse, votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets d'actualité parus dans la presse en semaine. Plus de 7 mois après la catastrophe ferroviaire des ECA, les résultats de l'enquête gouvernementale mise sur pied au lendemain de ce drame ferroviaire ont été rendus publics cette semaine. Du moins, les grandes lignes de ces résultats, c'est donc à travers un communiqué signé de la présidence de la République que les Camerounais ont appris que le principal responsable du triste événement du 21 octobre 2016 sur le chemin de fer est Camrail, l'entreprise en charge du transport ferroviaire au Cameroun. Et comme vous l'imaginez, la publication de ce communiqué a suscité une vague d'interrogations et de commentaires cette semaine dans la presse, tant au sujet des prescriptions du chef de l'État qu'en rapport avec les résultats de la commission ayant jugé très incomplet. Nous décrypterons donc ce rapport dans cette édition de Droit de réponse. Autre sujet, c'est l'interdiction cette semaine d'une conférence de débat de l'organisation Amnesty International. L'ONG envisageait de tenir une réunion à Yaoundé ce mercredi sur des questions liées au respect des droits de l'homme et à la lutte contre le terrorisme. Une réunion qui a donc été interdite à la dernière minute alors que des participants étaient même déjà en salle. Dans la presse, on évoque les relations tendues entre cette organisation non gouvernementale et le gouvernement camerounais. Pour certains responsables d'Amnesty International, cette interdiction cache mal la frilosité du gouvernement camerounais à voir révéler au grand jour plusieurs entorses dans le respect des droits de l'homme. Autre sujet à suivre au menu de nos échanges ce dimanche, avance-t-on vers la décrispation dans la crise anglophone? Certains optimistes pourraient bien le penser au regard de la dernière actualité au tribunal militaire. On a appris lors de la dernière audience que des leaders anglophones pourraient être mis sous surveillance judiciaire dès le 7 juin prochain, date de la prochaine audience. Maître Agbor Bala et Dr Fontem Neba pourraient donc en effet, à partir de cette date, comparaître libres. Mais les 24 autres détenus détenus donc pour les mêmes raisons, ne vont pas bénéficier des mêmes avantages. Est-ce de bonnes augures? On parlera de tout cela dans cette édition de Droit de réponse avec nos panélistes. Mais avant, on fait un tour de revue de presse avec Flavien Dongo, comme tous les dimanches, pour voir et comprendre comment est-ce que la presse a traité des sujets retenus. Bon dimanche à vous, Flavien. Bonjour et bonne fête des mères. Merci. Toutes les mères. Merci à vous. Puisque vous êtes une mère, et bonne fête à vous. Merci Flavien. Donc, alors on fait cette revue de presse avec les 3 sujets, ou plutôt 2 principaux, et un sujet quand même qui nous intéresse également, cette situation des leaders anglophones. Bien entendu, je voudrais bien commencer par des sujets qui ont attiré l'attention des reporters de la presse écrite cette semaine. Vous avez parlé de la catastrophe des ECA. La nouvelle expression révèle que le chef de l'État a finalement levé un pan de voile sur le rapport d'enquête du 352 qui avait sémé la désolation à Ezeka le vendredi 21 octobre 2016. Selon bien sûr le quotidien du Carrefour Equinox à Douala, au-delà de la chaîne de responsabilité à établir, donc les poursuites judiciaires sont prescrites aussi. Dans le communiqué rendu public par le secrétaire général de la présidence de la République, le journal, qui analyse d'ailleurs les contours de cette sortie, fait savoir que Paul Biya trompe les victimes avec 1 milliard de francs CFA. Dans les mesures prises, il y a la question sur le contrat qui lie d'ailleurs le Cameroun à Bolloré. Le reporter rappelle que le contrat a une durée de 30 ans. Dans le dossier proposé par la nouvelle expression, donc il est dit que le cas des ECA donne espoir pour les résultats des enquêtes des catastrophes du lac Nyos, de Sam et Foulan et bien sûr de Manga Pongo, pour ne citer que ces quelques cas. Pour le journal Émergence, Paul Biya a simplement établi les responsabilités de Camrail dans cette affaire qui a donc endeuillé des familles. Selon le rédacteur de l'article, le reporter de l'hécatombe, le reporter fait savoir que l'hécatombe de ferroviaire produit donc le 21 octobre 2016 avait fait, selon des autorités camerounaises, 79 morts. Un chiffre malheureusement contesté jusqu'ici, précise d'ailleurs Émergence. Sur le milliard alloué donc aux victimes, Émergence se demande comment est-ce que la répartition se fera, tout en révélant donc que c'est une autre porte ouverte au détournement et bien sûr à la corruption ainsi qu'aux querelles. Mutation pour sa part a donné donc la parole à Benoît Essiga, qui est l'un des rares experts qui faisait donc partie des enquêteurs commis par le procureur de la République près la cour d'appel du centre à Yaoundé, suite donc à la catastrophe des ECA. Pour lui, au-delà des faits, des éloges du chef au chef de l'État, précise néanmoins que l'audit de la concession de 1999 en passant par l'avenant de 2005 et celui
celui de 2008, prescrit par le président de la République, permettrait donc de savoir si Cam Rail a respecté jusqu'ici les tâches qui lui ont été donc dévolues. L'expert ajoute que dans ses responsabilités, qui concernent d'ailleurs principalement Cam Rail, il y a des membres du gouvernement qui sont aussi responsables, même si le communiqué ne les cite pas nommément. Il y a donc les ministres des Transports et celui, bien entendu, des Travaux publics. Le journal Repère, qui n'a pas raté le coach, révèle que les vrais coupables sont désormais connus. Selon Repère, l'actuel ministre des Transports, voulant donc aider les passagers à rallier Yaoundé et Douala, a pris des décisions qui ont d'ailleurs conduit à la catastrophe, et celui des Travaux publics paye ainsi le prix donc de la non-réalisation des ouvrages, notamment des infrastructures routières. Pour Repère, l'effondrement du pont sur la nationale numéro 3 au niveau donc de la ville de Matombe est donc le début de cette catastrophe qui a tué des populations camerounaises. Voilà comment est-ce que le sujet a été traité, en tout cas, par la presse camerounaise pour ce qui est du premier. Le second sujet, il faut le rappeler, concerne bien entendu l'interdiction de la tenue de la conférence de presse d'Amnesty International à Yaoundé. Et voyez-vous donc, pour mutation, l'ONG qui organisait donc la rencontre avec la presse entendait partager le contenu de plus de 310 000 lettres, donc des pétitions des personnes du monde envoyées au président de la République du Cameroun pour lui demander de libérer 3 étudiants condamnés donc à 10 ans d'emprisonnement par le tribunal militaire de Yaoundé pour avoir fait circuler une plaisanterie sur la secte islamiste Boko Haram par SMS sur le net. Donc le directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, à qui a d'ailleurs vu la police lui interdire une telle opération, pense qu'il s'agit d'une stratégie du gouvernement camerounais qui tend donc à museler l'organisation sur les sujets sensibles. L'Élu Sahel, qui traite également de cette question, fait savoir que près d'une dizaine d'agents de sécurité ont d'ailleurs envahi le lieu où devait donc se tenir la conférence de presse et demander donc par la suite aux responsables de l'hôtel de fermer les portes de la salle qui devait donc accueillir des personnes qui sont venues prendre part à cette rencontre. Alors, autre sujet, entre autres, qui sera également à l'ordre du jour de cette autre édition de Droit de réponse. Vous parlerez sans doute, Albertine, de cette date du 7 juin prochain qui s'annonce comme une date aussi importante pour les leaders anglophones, interpellés donc dans le cadre de l'opération, tout au moins la crise anglophone. Et là, on apprend également que c'est un jour particulier pour ces derniers et qui pourrait donc, soit oui ou non, savoir si leur liberté sous condition introduite donc sera respectée. Et j'imagine qu'avec le début du mois de Ramadan, vous parleriez aussi du sucre, la question du sucre qui fait problème au sein de cette population, parce que pour les musulmans, c'est une denrée aussi importante et que beaucoup plus pour la population aussi, mais le ministre du Commerce, qui a choisi de faire le tour des magasins, en allant bien entendu à la Sosucam, devrait plutôt aller dans les marchés, voir s'il y a véritablement pénurie. Et là, on constate au sein de la population qu'il y a un problème. Exactement, Flavien Dongo. Merci pour ce clin d'œil à cette communauté musulmane qui a donc entamé le jeûne depuis hier. Et effectivement, dans la presse, on a également parlé de cette actualité au sujet du sucre qui se fait un peu rare dans les marchés. Et cette question d'importation qui revient toujours au début de ce mois de juin du Ramadan, les importations donc, qui posent problème au niveau du sucre. Merci à vous. Peut-être un dernier mot avant de partir sur la fête des mères, par exemple. Oui, toutes les mères sont au courant que c'est un grand jour pour elles et nous leur accordons tout ce qu'il y a de merveilleux aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup d'attention, beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Merci à vous, Flavien Dongo, et bon dimanche. À présent, nous allons découvrir le panel qui nous accompagne pour cette édition de Droit de réponse. Bonjour à vous, Hilaire Zipan, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs de la grande chaîne de télévision Equinox, bien entendu. J'ai commencé par vous parce que je vous ai vu un peu réagir quand on parlait du sucre tout à l'heure. Je rappelle d'abord que vous êtes chargé de la communication du mouvement progressiste. C'est exact. Conseiller municipal à la mairie de Douala 1er. C'est exact aussi. Professeur Charlemagne Messangaï-Nyamzi, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je vais souhaiter une très bonne fête à toutes les mamans. Parce que j'aime beaucoup maman, c'est grâce à ces femmes que nous avons la vie. Et je vais également en profiter pour saluer tous les copanélistes et vos fidèles téléspectateurs. Vous êtes enseignant à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, l'IRIC, politologue. Oui. Et puis vous êtes également membre du comité central du RDPC. Oui, c'est cela. Et c'est avec beaucoup d'honneur
que j'assume depuis l'âge de 19 ans mon engagement auprès du président de la République et du RDPC. Comment vous avez vu que j'ai bien dit le président de la République, parce que beaucoup ont tendance à oublier que le président Paul Biya a précédé le RDPC. Il est arrivé aux affaires en novembre 82. 3 ans après, il a mis en place la politique de rigueur et de moralisation. Et le parti est venu en 1985 à l'effet de l'accompagner. Et je suis souvent bien surpris de voir des gens qui pensent que le biaïsme rivalise avec le parti. Non, c'est le parti qui doit soutenir le biaïsme et par conséquent la politique de rigueur et de moralisation de l'homme Paul Biya. Merci, professeur Messanga Nyamzine. Bonjour également à vous, Jacques Bima, et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Albertine, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox TV et bien sûr aussi bonne fête aux mamans. Je suis très heureux d'être ici et je pense que nous allons mener un débat citoyen pour l'intérêt de notre pays. Alors vous êtes expert ferroviaire, manager, opérateur économique. Vous avez surtout dirigé pendant une quinzaine d'années la Citrafer, Société internationale des travaux ferroviaires. Et ça n'arrive pas tous les jours. Vous êtes vous aussi militant du RDPC, membre du comité central. Nous en avons 2 sur le plateau ce dimanche. Oui, exact. Ouais, d'habitude, le RDPC est seul sur le plateau. Ce que je peux dire, je l'avais promis. J'étais ici au moment où il y a eu cette catastrophe ferroviaire des ECA. Je n'avais pas voulu, en tant qu'expert, prendre des positions. Je vous avais dit que je vais prendre position quand le chef de l'État va publier sa position, donc la position officielle. Et je suis donc là aujourd'hui pour analyser avec vous, pour permettre aux Camerounais de mieux comprendre ce communiqué qui a été publié par la présidence de la République. Chose promise, chose due. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Nanga, bonjour et bon dimanche. Bonjour et salut à toutes les citoyennes et à tous les citoyens qui nous regardent en ce moment. Je fais également un clin d'œil à toutes les mamans, sans qui nous ne serions pas ici certainement. Merci à vous d'être là. Vous êtes militant des droits de l'homme, coordonnateur de l'ONG Un Monde à Venir, organisation de la société civile spécialisée entre autres dans la défense des droits de l'homme, mais également la promotion de la démocratie, la citoyenneté entre autres. Oui, Un Monde à Venir, c'est une organisation évidemment de la société civile qui travaille sur 2 thématiques, la démocratie et les droits de l'homme. Il faut aussi signaler que je suis quand même membre du directoire du réseau Dynamique Citoyenne, voilà, et membre du REDAC, le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons commencer tout de suite. Peut-être un mot. Hilaire Zipan, je le disais tout à l'heure, vous réagissez sur cette affaire du sucre tout à l'heure lorsque Florian Ndongo parlait, ces importations. C'est la communauté musulmane qui a donc commencé le jeûne hier. Mais le problème de l'importation du sucre se pose encore. Qu'est-ce qui se passe en fait dans ces... Non, je crois savoir que c'est un sujet extrêmement délicat. Il faut donc le prendre avec beaucoup plus de réalisme. Vous êtes sans ignorer que le 4e pilier de la religion musulmane, c'est le ramadan. Et la périodicité est connue à l'avance. Lorsque l'on parcourt les journaux, et c'est l'occasion pour moi de saluer les historiens du temps présent, nous constatons simplement qu'on risque de se retrouver dans une pénurie. Beaucoup plus pour nos confrères qui vivent dans le septentrion. Et cela est extrêmement grave. Le ministre a semblé nous donner beaucoup d'indications en déclinant qu'il y avait à peu près 33 000 tonnes qui existaient chez Sosucam. Et lorsqu'on fait le ratio entre la consommation globale et ce stock-là, il se trouve que nous allons avoir certainement de la pénurie. Mais le drame ne se trouve pas là. Au-delà de la prévision et de cette gestion un peu à la corbeille dont le gouvernement nous a habitués, nous constatons simplement qu'on demande certainement aux pyromanes d'être le pompier. Autrement dit, on demande à Sosucam d'importer en même temps. Or, ça ne devrait pas être le cas. On devrait plutôt encourager Sosucam de produire et en cas de constatation d'une pénurie, on trouve des importateurs qui le font à leur place. Question d'encourager les investissements dans ce secteur hautement sensible qui va donc du besoin physiologique de l'ensemble des Camerounais et beaucoup plus pour la religion musulmane. Je crois savoir que
Si nous ne faisons absolument rien, on va nous brandir, bien entendu, pour ceux qui vont contester la loi sur le terrorisme. C'est la nouvelle trouvaille du RDPC pour résoudre tous les problèmes sociaux. Et je pense qu'il faut le dire avec le condamner cette attitude du ministre du Commerce avec la dernière énergie, en disant que le stock ne devait pas se trouver dans les magasins de Sosicam, mais sur les marchés. Parce que entre les magasins de Sosicam et le marché, vous allez voir l'inflation. Et je peux vous rappeler que moi qui suis dans le transport, à l'heure actuelle, du panel de prix qui se situe autour de 28 000 francs, on l'achète à 32 000 francs. Et lorsque vous rendez dans le marché, on regarde votre tête pour savoir si vous n'êtes pas un contrôleur de prix afin de vous donner le prix plancher sur le marché. Merci. Donc voilà la manière où on construit l'inflation et l'on construit à détruire notre économie. Alors c'était un clin d'œil à la communauté musulmane qui a commencé le jeûne. Et à présent, les sujets retenus pour ce dimanche. 7 mois après, je le disais, la catastrophe ferroviaire des ECA, la présidence de la République a donné le 23 mai dernier des nouvelles de l'enquête gouvernementale mise sur pied au lendemain de ce drame ferroviaire. Dans un communiqué signé du secrétaire général de la présidence de la République, l'on a eu connaissance dans des grandes lignes de ce rapport d'enquête de la commission IAN. L'on a alors appris entre autres que le concessionnaire du chemin de fer Camrail était désigné comme le principal responsable du triste événement du 20 octobre 2016. Philippe Nanga, je vais commencer avec vous. Comment est-ce que vous avez réagi en découvrant donc le communiqué de la présidence de la République? Qu'en avez-vous pensé? Déjà, je me suis interrogé pourquoi est-ce que ce communiqué n'était pas accompagné du rapport, pour qu'on puisse y voir un peu plus clair, parce que c'est toujours délicat de se prononcer sur un communiqué de 3 pages concernant un sujet comme celui-là qui a quand même qui est d'une importance assez grave. Donc je suppose que le rapport doit être beaucoup plus important que le communiqué qui a été rendu public. Donc ma première question, ça a été de savoir pourquoi est-ce que nous n'avons pas, pourquoi est-ce que les citoyens camerounais n'ont pas le droit, n'est-ce pas, de prendre connaissance du rapport. Et j'ai évidemment lancé un coup d'œil rapide pour comprendre aussi la teneur de ce communiqué, pour constater que le gouvernement se mettait en cause parce que en indiquant clairement que Camrail était principal responsable, le gouvernement se mettait en cause parce que, à double titre, j'allais dire, parce que d'abord le gouvernement a une part dans cette entreprise privée, et en plus le gouvernement est responsable de la concession accordée aux privés, n'est-ce pas, qui ont la majorité, qui disposent de la majorité dans cette entreprise. Donc il y a une double responsabilité du gouvernement que je souligne, n'est-ce pas, dans ce communiqué. Voilà comment j'ai analysé dans un premier temps ce communiqué. Jacques Bimaï, dans la presse cette semaine, il y a eu des réactions à plusieurs vitesses. D'abord, l'euphorie d'avoir les résultats d'une enquête de ce type, ce qui vous conviendra avec moi, ne rentre pas dans les usages du gouvernement de rendre les résultats après la mise sur pied des commissions, mais passé cette euphorie, dans la presse, on a finalement réagi, les observateurs ont réagi en se disant qu'on avait eu droit à un communiqué plutôt laconique dans lequel on n'avait pas assez d'éléments. Comment est-ce que vous avez réagi en apprenant alors, en voyant ce communiqué de la présidence de la République? D'abord, je dois vous dire que la commission IAN a fait un travail remarquable. Mais avant d'entrer dans ce communiqué, je voudrais d'abord expliquer aux téléspectateurs pour qu'on comprenne pourquoi on parlait de la responsabilité principale de Camrail. Nous avons mis notre chemin de fer en concession en 1999. Jusqu'en 2005, on a fait le premier avenant. L'État a pris la responsabilité de subventionner le transport voyageurs. Et ce qui est important, d'ailleurs, pour le contrat initial, Camrail avait la responsabilité de tous les investissements dans ce secteur. Donc je parle dans le domaine des infrastructures, donc de la voie, de la gestion de notre patrimoine, en bref, du matériel roulant, de la sécurité. C'était la responsabilité à Camrail, qui était donc ici le concessionnaire. Mais quelque chose arriva en 2008. Le 4 novembre 2008, il y a un avenant numéro 2 qui est signé entre l'État du Cameroun et le concessionnaire.
Et dans cet avenant, parce qu'on sort de la concession, puisque l'État du Cameroun était désormais responsable de tous les investissements au niveau des infrastructures ferroviaires. Et la mission de maître d'ouvrage délégué, je dis bien maître d'ouvrage délégué, maître d'œuvre délégué, responsable de la sécurité de notre chemin de fer, toutes ces missions ont été confiées aux concessionnaires. Et ce qui est important, en plus de ça, donc la sécurité au niveau du chemin de fer était également confiée aux concessionnaires. L'État, à travers des subventions, a mis des moyens financiers très importants à la disposition du concessionnaire pour remplir ses missions. Et encore plus, des crédits ont été contractés auprès des bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale et mis à la disposition des Camrail pour les travaux ferroviaires et l'achat du matériel roulant. Et bien sûr, l'État a mis en place ce qu'on a appelé le comité interministériel des infrastructures ferroviaires qu'on appelle le COMIFER, présidé par le ministre des Transports, pour le suivi des différents programmes. Donc, en tant que maître d'ouvrage délégué, maître d'œuvre délégué, chargé de la sécurité ferroviaire, vous comprenez qu'après la catastrophe des écarts, il ne faut pas qu'il y ait amalgame. Le concessionnaire est le principal responsable. Alors, le chef de l'État, laissez-moi terminer, le chef de l'État a bien parlé de principal responsable. Parce qu'il a eu une enquête, il a fait mener une enquête administrative. Nous sommes dans un état de droit. La justice va faire son travail et il y a certains détails. Donc la chaîne de responsabilité sera établie et je pense que le chef de l'État l'a dit. Il y a des audits qui seront menés pour savoir pourquoi avoir mis tant de moyens. Le chemin de fer, au lieu de se développer, de se moderniser, on a plutôt reculé aujourd'hui par rapport à la date de la mise en concession. Alors, M. Luma, ce que vous me dites en gros, pour que tous les Camerounais comprennent, c'est que l'État, alors le gouvernement n'avait aucun droit de regard sur ce qui se passait dans notre chemin de fer. C'est parce que je vous ai dit qu'il y a un comité interministériel des infrastructures ferroviaires, le COMIFER, qui était chargé du suivi des différents programmes. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir Camrail comme seul responsable de ce qui s'est passé. Non, écoutez, je vous ai dit, pour le moment, on parle de responsable principal. Je vous dis que la chaîne de la responsabilité sera définie au niveau de la justice. Mais je veux vous dire ceci. Très bien. Laissez aussi l'amalgame en associant des positions politiques et des positions au niveau de l'exploitation. Le ministre du Transport, le ministre, on peut apporter certaines critiques, mais je dis bien que, au niveau de responsabilité, un ministre du Transport qui vous demande de transporter des Camerounais, c'est tout à fait normal. C'est comme on dit, s'il y a des problèmes, on demande aux bus, aux agences de travail, de transport voyageurs, de transporter des Camerounais. Mais madame, vous n'allez pas transporter des Camerounais n'importe comment. Nous avons des normes et des mesures de sécurité. Il y a une déontologie. Dans le métier de chemin de fer, les normes n'ont pas été respectées. Je suis désolé, ce n'est pas l'affaire. Monsieur Hilaire Zipan, alors pour beaucoup d'observateurs, d'ailleurs plusieurs hommes politiques, partis politiques même ont réagi en cela cette semaine, en estimant que le gouvernement avait, ou alors ce rapport dédouané des membres du gouvernement. Monsieur Jacques Bimael a dit, et nous l'avons lu, on parle de responsabilité principale de Camrail, ce qui sous-entend des responsabilités secondaires, par exemple, qu'on n'a pas dans le communiqué qui a été rendu public. Comment est-ce que vous avez lu ce communiqué-là entre les lignes? Est-ce que vous pensez, par exemple, que les craintes, ou alors les craintes de ces hommes politiques sont justifiées? D'abord, il s'agit d'un événement extrêmement grave qui a endeuillé notre pays où nous n'avons pas jusqu'à l'heure le nombre exact des victimes. Premier élément. Deuxième élément, quand il y a mort d'homme, toute la nation doit s'indigner et s'interroger.
je pense que le fait d'avoir choisi un communiqué pour s'adresser aux Camerounais à partir d'un rapport aussi important, je crois pour ma part que, au regard de la gravité de la situation, c'est un peu léger. La deuxième des choses, c'est que on a deux responsabilités. Il y a d'une part la vision d'orientation des décisions prises antérieurement à la privatisation de la régie FECAM, la responsabilité d'exploitation dans lequel Bimaï a essayé très brillamment de le démontrer. Je crois savoir que lorsque nous sommes rentrés dans les plans d'instruments structurels en 1985, nous avons essayé 3, 4. Et c'est le Premier ministre Peter Mafani qui est venu le conclure avec, bien entendu, le point d'achèvement en 2006. Toujours est-il que, en étant acteur de la scène politique, depuis 1990, nous avons décrié les privatisations d'un certain nombre de sociétés de monopole dans lequel, pour nous, l'incompréhension était établie. En ce sens que quoi? Vous ne pouvez pas prendre une responsabilité étatique, monopolisée, qui appartient à l'ensemble de tous les Camerounais, pour donner ce monopole à un privé, dès lors que vous avez décliné dans la convention, c'est-à-dire avec des avenants qui dégageaient les responsabilités. Là est encore la deuxième erreur. Mieux, nous n'avons pas que ce secteur-là, parce que, autrement dit, tous les moyens que nous avons mis dans Camrail aujourd'hui indiquent à suffisance que l'exploitant, à savoir le groupe Bolloré, a profité simplement des Camerounais, parce qu'il y avait une adéquation entre le service produit et le prix payé. Je rappelle, moi qui fais la sous-traitance avec Camrail, qu'entre 1999 et 2006, Camrail a augmenté 5 fois le prix de transport aux marchandises. Je rappelle aux téléspectateurs que la charge, l'exploitation de chemin de fer, dans sa grande majorité, est faite à 90% sur la marchandise. Il n'y a que 10% qui reste en fait sur le voyageur. Donc, là n'était pas le débat. Alors, on essaye d'allumer un contre-feu pour nous faire croire qu'il y a la responsabilité de l'État. La deuxième responsabilité, c'est la convention en elle-même. Si elle semble être secrète, le communiqué nous a donné quelques indications. Très clairement, en disant qu'on devait mettre en place un patrimoine, du moins une société qui devait veiller à la sécurité de notre patrimoine. Je voudrais conclure, pour que les téléspectateurs comprennent, que si vous lisez bien la convention, et moi j'ai eu l'occasion de jeter un coup d'œil dessus, il est dit dans les dispositions finales transitoires, et là je passe le contrôle d'un professeur, que la convention aura un comité de suivi. Nous avons mis 6 ans jusqu'à ce que Camrail se dédouane de la mise en place de ce comité de suivi. Ils ont même un cahier de charge. De ce cahier de charge-là. Donc pour dire qu'ils ont exploité, extirpé, absorbé tout. Parce qu'en même temps, ils ont éliminé toutes les usines d'usinage, ils ont fermé l'école de formation, ils ont éliminé tout ce qui les coûtait trop cher et ils aspiraient en longueur de journée. Je pense vous faire une révélation sur ce plateau. Camrail ne paye pas suffisamment de TVA à l'endroit du territoire, à l'endroit de l'État camerounais. Je le dis en étant transporteur. Et cela est extrêmement grave parce qu'on ne peut pas continuer à donner le terminal à conteneurs à un groupe, la manutention à un groupe, le transport ferroviaire à un groupe, et maintenant on est en train de donner le port de Kribi au même groupe. Le monopole de l'État ne peut pas être un monopole du privé. Professeur Sangayamding, alors pourquoi est-ce que ce communiqué, pourquoi justement avoir choisi de communiquer, alors de faire savoir les grandes lignes de ce rapport camerounais par un communiqué qui reste très laconique, dans lequel on n'a pas tous les éléments qu'il faut pour comprendre ce qui s'est passé dans ce rapport-là? Est-ce que pour vous, avec ce communiqué, on a une bonne visibilité de ce qui a été fait comme travail? Est-ce qu'on peut comprendre toutes les responsabilités à dégager dans le cadre de cet accident? Est-ce que vous êtes satisfait au regard de ce communiqué-là? Oui, d'abord, pour répondre à votre première préoccupation, le président de la République l'a promis aux Camerounais. Il a promis à l'opinion nationale et internationale. Moi, je me souviens que lors de son discours, après cet incident grave, il a d'ailleurs dit que les responsabilités allaient être établies. Alors, il a fait un communiqué aujourd'hui qui apporte la preuve que ce n'était pas tout simplement un discours de séduction. Mais sur la question, j'ai une observation et une analyse à faire. D'abord, je voudrais avoir une pensée à l'observation pour les familles.
et demander à tous ceux qui prennent des positions politiques, administratives et autres, de penser aux familles, parce que c'est un deuil national. Et j'ai vu et entendu un avocat pleurer parce qu'il a perdu son épouse, je crois, Maître Dissak, c'est Dissak et Dissaké. Je vous assure que quand j'ai écouté ce compatriote, je me suis mis à pleurer. En tant qu'homme politique, nous devons être proches de toutes ces personnes. Alors vous voyez que, sachons que lorsque nous analysons cette situation, il faut le faire avec beaucoup de mesures et beaucoup d'attention, parce qu'en face, vous avez des Camerounais qui souffrent encore des disparus. Il y a des personnes qu'on n'a jamais retrouvées. Et puis à côté, vous avez des Camerounais en deuil. Et c'est brutal. Et en plus, il y a une troisième catégorie de Camerounais, ceux qui ont survécu à cet accident et qui sont toujours choqués et en transe lorsqu'on leur parle de ça. J'ai vu un qui est d'ailleurs un ami, il sursaute lorsqu'on parle de cette affaire. Alors il faut parler de cette affaire avec beaucoup de délicatesse et surtout beaucoup d'honnêteté. Éviter d'en faire une récupération politique, comme j'ai entendu certains adversaires du régime RDPC, ce que nous soutenons, tenter de politiser cette affaire et incriminer le chef de l'État. À l'analyse maintenant, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais je me félicite d'abord d'une chose. Pour répondre à votre question, mais le président de la République a promis une enquête. L'enquête a été faite. Vous savez que nous sommes dans un pays où, généralement, quand on va enterrer un dossier, on vous dit enquête. Mais là, au moins, on a la preuve que les choses sont en train de changer. L'enquête est prescrite et l'enquête a établi des responsabilités. Du moins, ressort 4 points qui ne sont pas flous. Moi, je suis étonné quand j'écoute certains qui nous disent non, on ne comprend pas ceci. 1. Le rapport a été publié, premier point. Deuxièmement... Pas le rapport, un communiqué. Le communiqué, oui. Mais quand je dis le communiqué, en réalité, dans le communiqué, il y a ce qu'on appelle la raison d'État. Il y a des éléments que je peux vous dire, en tant qu'enseignant des sciences administratives, qu'on ne va jamais nous donner dans tous les pays, c'est comme ça. On ne peut pas vous donner certains éléments. Imaginez un temps soit peu, si en dehors de cet accident, on a découvert qu'il y avait autre chose, style un attentat. Ou encore parce qu'il y a une information qui doit être ouverte et on veut encore davantage d'informations. Sauf que pour les Camerounais, sans vous couper, ce que l'on sait aujourd'hui à travers ce communiqué, c'est ce que les Camerounais en majorité savaient déjà. Il n'y a pas du nouveau dans ce, il y a du nouveau. Dans ce communiqué qui a été rendu public. Par exemple, on s'attendait à savoir le nombre de personnes exactes qui étaient dans ce train. Des choses sur lesquelles on attendait, par exemple, cette commission. On n'a pas ce nombre de personnes. On s'attendait à des nouveautés comme celle-là, mais tout le monde voyait bien que Camra était... Nous sommes vraiment entre nous. Qui, honnêtement, peut vous dire le nombre de personnes qui étaient dans ce train? Quand on sait que certains avaient déjà des billets de voyage, des tickets de voyage, quand on sait que d'autres n'en avaient pas. Vraiment, venez vous dire que on peut vous dire exactement. Mais sauf que, intéressons-nous à ce qui a été fait. Premièrement, il y a un rapport qui établit les responsabilités. Un communiqué. Un communiqué, bien sûr, qui s'inspire du rapport qui établit les responsabilités. C'est une innovation. Et je rejoins d'ailleurs tous ceux qui ont parlé avant moi, et nous comprenons que l'encadrement esclavagiste de Bolloré, moi j'ai le courage de le dire, est établi, et que derrière il y a une mafia interne. Si mon camarade politique, c'est vrai, Bimaï, qui est beaucoup plus réservé que moi sur certains points, n'a pas voulu répondre. Vous lui avez posé une question et j'ai eu le sourire lorsque vous lui avez parlé de la fameuse commission. Pour moi, ces commissions sont pour la plupart des fois complices de ce qui se fait. C'est-à-dire derrière, ils savent les exigences d'un cahier des charges de privatisation, mais personne ne veut le dire. Rapidement pour chuter, il y a un deuxième point important, c'est que au-delà des responsabilités établies, mais le président, le communiqué nous apprend effectivement que en réalité Camra n'a jamais rempli ses charges, puisque la révision du contrat va être opérée. D'ailleurs, c'est ce troisième point que je voulais évoquer. Il est clair que désormais les choses ne seront plus pareilles. Il y a une escroquerie, il y a une duperie digne de l'esclavage. Enfin, quatrième et dernier point, et c'est ce qui m'a vraiment marqué, c'est la construction d'une stèle. Enfin, quand vous visitez l'histoire du Cameroun et des faits politiques et sociaux, jamais au plus haut niveau
on a pris l'initiative de construire une stèle pour les martyrs. Très bien. Moi, je dis que rien que du point de vue symbolique, ces 4 déterminants, personne ici, je dis bien ici, n'a le droit de penser que le gouvernement est resté indifférent. Philippe Nanga, sur le sujet. Non, je pense que, bon, je me réjouis déjà que les cadres du RDPC qui sont là, quand même, laissent transparaître la responsabilité d'une manière ou d'une autre du gouvernement, soit à travers la commission qui, comme le dit le professeur Moussa Nyamdien, est complice dans tous les cas. Oui, et même, et pour abonner à votre sens, je vous passe une seconde, même les privatisations, il y a des bandits dans la République, vous comprenez, qui trompent le chef de l'État et ficellent mal les privatisations. Oui, là, je vous confirme que je suis d'accord avec vous. Je voudrais dire justement que nous, d'être dans la société civile, et moi particulièrement en tant que gestionnaire de projet, nous avons souvent ce qu'on appelle l'arbre à problème. Et donc, quand on dessine notre arbre à problème et qu'on commence à l'interroger, n'est-ce pas, pour identifier le premier responsable, on a du mal à ne pas conclure que c'est le gouvernement du Cameroun qui est premier responsable de cet incident. Parce que c'est le gouvernement du Cameroun qui concède. Le groupe Bolloré, on en a déjà parlé, on sait, mais alors, c'est pour ça qu'on décrit justement les processus de privatisation. Donc le premier responsable de cet incident, on peut faire toutes les analyses, ça reste le gouvernement du Cameroun qui n'a jamais respecté le minimum de base en matière de démocratie pour concéder, n'est-ce pas, un certain nombre d'activités publiques au privé. Donc, maintenant, alors, on s'étonne également que même par la suite, là encore, il y a diversion, parce que la question de la stèle, on a quand même des martyrs dont on attend toujours de voir ériger les stèles pour, n'est-ce pas, tout au moins informer, rappeler aux jeunes générations ce qui s'est passé hier. Donc, on a eu d'autres événements beaucoup plus importants, sans négliger cet événement des écarts, mais on a eu des événements beaucoup plus importants dont on attend toujours des stèles. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'autre responsabilité, là où ce qui me conforte dans la responsabilité du gouvernement, il y a d'abord qu'il faut établir la cause, n'est-ce pas, de cet incident. N'oublions pas que c'est suite à l'affaissement d'une voie qu'on se retrouve avec cette situation-là. Là encore, c'est la responsabilité entière du gouvernement. Entière du gouvernement. Dans la gestion, et ça transparaît en filigrane dans le communiqué, la gestion de la catastrophe, on a encore vu des défaillances énormes, toujours de la responsabilité du gouvernement. On a vu par exemple la prise en charge qui était catastrophique, un endroit qui n'avait pas d'hôpital approprié, aucun moyen, aucune urgence appropriée, aucun dispositif d'alerte approprié. Donc on a vu encore là l'entière responsabilité du gouvernement. Donc je pense que on peut rentrer dans toutes les analyses. Évidemment, l'entreprise a une responsabilité, mais en ce qui nous concerne, quand on fait toutes les analyses, le gouvernement porte l'entière responsabilité de ça, parce que déjà, avec la confirmation de l'existence de cette commission, qui n'existe pas, qui est quand même chargée de contrôler, avec l'information de M. Bimaï qui nous renseigne qu'en 2008, il y a eu une modification du contrat de concession pour donner plus de responsabilités au gouvernement concernant le transport, n'est-ce pas, des voyageurs. Donc je pense qu'on ne peut pas se défiler de quoi que ce soit. Le gouvernement porte l'entière responsabilité. Et là encore, je pense que, bien conscient de cela, c'est pour ça qu'il n'ose pas s'avancer sur un chiffre. Mais moi, je rappelle quand même que le communiqué qu'on a vu défiler dans les médias de Camrail, même s'il n'est pas signé de quelqu'un, mais il est quand même sur un tête Camrail, donc on peut le prendre au sérieux, jusqu'à présent, ce n'est pas contesté. Il indique qu'il y a plus d'1 millier de dossiers, n'est-ce pas, en étude dans leur administration. Ça veut dire que il y a quand même plus d'1 millier de personnes qui ont déposé, n'est-ce pas, des dossiers là-bas. Ça veut dire que c'est un problème important. Au regard des 79 morts qui sont, n'est-ce pas, présentés par le gouvernement, je pense qu'il y a quand même quelque chose de profond, de fondamental qu'on doit régler, parce que je signale que jusqu'à maintenant, il y a des familles qui n'ont pas retrouvé leurs personnes qui avaient pourtant bel et bien pris ce train. Donc je pense que ça c'est fondamental. On risque de choquer davantage de gens tant qu'on n'éclaire pas les citoyens camerounais qui ont le droit de savoir sur le nombre de personnes exactes, plus ou moins exactes, parce que même si on ne peut pas donner le nombre exact, on peut quand même donner un nombre approximatif des gens qui étaient dans ce train. Alors Jacques Bima, par exemple sur cette société, la création de cette société de gestion du patrimoine qui faisait partie du contrat, pourquoi à ce jour elle n'a toujours pas existé? Non, écoutez, je vais d'abord dire ceci, je vais d'abord revenir sur ce que le gouvernement, M. Nanga, ce qu'il a dit. On a privatisé
Parce que l'État de Cameroun n'avait pas assez de moyens. On ne privatise pas le monopole d'image. Excusez-moi, s'il vous plaît. On ne privatise pas les sociétés de monopole. Et en plus, ce n'était pas la volonté seule du gouvernement. Exact. Ça veut dire simplement que les négociateurs, face à la étaient incompétents. Laissez-moi terminer. Laissez-moi continuer. Ne nous coupons pas. Les bailleurs de fonds nous ont mis le couteau à la gorge. Avec une politique d'austérité. L'État a été obligé, dans la précipitation, de céder certaines entreprises stratégiques au privé. Donc, ne faisons pas l'amalgame. Nous avons des problèmes de développement au niveau des infrastructures techniques et sociales. Ce n'est pas avec cet accident qu'on sait qu'on n'a pas de centres hospitaliers un peu partout. Ce n'est pas avec ça qu'on sait qu'on a des problèmes de route. Ne faisons pas l'amalgame. On a confié notre chemin de fer à quelqu'un à qui on a donné des moyens nécessaires. Moi, je pense que ici, la responsabilité secondaire, le président veut avoir clair, il veut un audit. J'ai donné des moyens. Pourquoi le chemin de fer n'est pas dans un état optimal? Et là-dedans, tous ceux qui ont eu à choisir, par exemple, les voitures qui ont transporté nos compatriotes, qui n'avaient pas de frein, qu'on nous dise comment on a fait où on a acheté ces voitures et comment. Et tous ceux-là sont aussi responsables de ce qui s'est passé. Laissez-moi continuer. Et puis, non. Sur la société, je vous en prie. Non. Je vais revenir sur la société de patrimoine. Je voulais seulement vous dire, on a coupé ma tête, je suis rentré dans ce pays pour contribuer au développement du Cameroun. Citrafer a été sacrifié tout simplement parce que j'ai pensé qu'en tant que patriote, je pourrais contribuer à la construction de ce pays. Tout à fait. Quand j'ai mis le doigt sur des dossiers qui fâchent, où je suis content que l'audit va nous dire, c'est pour ça que je ne voudrais pas parler. Parce que le concessionnaire ne peut pas se comporter comme ça s'il n'a pas de complicité dans la maison. Dans la maison. N'hésite pas, camarade. Donc, moi, je pense que vous parlez maintenant de la catastrophe des ECA. Il y a le scandale de Citrafer, où il y a eu aussi des morts, des familles, des employés qui ont perdu des femmes, des enfants, etc. C'était parce que, au fait, je ne demandais que, par exemple, cette société de patrimoine. Parce que je sais que notre patrimoine a été bradé. Alors, pourquoi n'avez été mis en place, justement, est-ce qu'on n'aurait pas permis au gouvernement d'avoir un droit de regard sur ce qui se passe? Je voudrais vous dire ceci. Quand il y a eu l'accident de Bobogo, vous vous rappelez, en 2009, et puis le train couchette du côté nord, le chef du gouvernement avait pris des mesures fortes, avait donné des instructions de la mise en place de cette société de patrimoine. Et d'ailleurs, avec des propositions qui étaient concrètes. Je vous dis, vous ne pouvez pas avoir un chemin de fer, vous n'avez pas une structure de contrôle technique du matériel roulant. À qui la route? Non, laissez-moi. La route, par exemple, là, vous voyez, il y a le contrôle technique des véhicules. Le chemin de fer est encore beaucoup plus complexe. Je vous dis que le chef du gouvernement, sur mes propositions, avait instruit la mise en place de cette société de patrimoine qui devait voir tous ces problèmes. Mais, comme le concessionnaire ne voulait pas investir pour acheter du matériel roulant, on a tout fait pour torpiller ce projet. Et le chef du gouvernement, avant qu'il y ait la catastrophe des ECA, a donc lancé un audit du chemin de fer et demandant à cet audit que les experts proposent les textes pour une société de patrimoine. Ce que je veux dire, le chef de l'État a demandé qu'il y ait un audit et je pense que nous saurons beaucoup de choses. Il y a des choses, l'État a mis des moyens, le chemin de fer se porte mal. Et c'est pour revenir aussi, vous parler surtout, c'est normal, nous sommes des hommes politiques. Nous avons perdu des compatriotes. Camara doit nous donner la liste des voyageurs qui sont morts, la liste des voyageurs qui sont blessés. C'est comme ça qu'on fait dans un État, dans un pays où nous voulons la transparence. Vous avez dit tout à l'heure que la justice... Non, je dis le chef de l'État
C'était une enquête. Non, lui, il a fait son travail. Il a fait son travail. La commission n'avait pas aussi à chercher à avoir cette liste-là, entre autres résultats d'enquête. C'était pas le rôle de la commission. Non, on a demandé. C'était quoi le rôle de la commission? Non, la commission, on a demandé la cause de l'accident. Les causes, les responsabilités, et puis maintenant de proposer des mesures pour que cela ne se reproduise plus. Non, je pense qu'il y a donc maintenant la justice doit faire son travail. Même la société civile peut d'ailleurs faire son travail. Les journalistes ont créé une commission d'enquête. Où sont les résultats? Vous voyez que c'est pas aussi facile. Il faut du temps, donner du temps. Je crois que nous sommes dans un État organisé. La justice va faire son travail et je le dis bien que Camara sera obligé de nous donner la liste de ceux qui ont voyagé et puis la liste de ceux qui sont blessés et de ceux qui sont morts. Monsieur Zipon, justement, entre autres critiques qu'on fait à ce communiqué-là, c'est par exemple les sanctions. Quand le président de la République dit il faut des sanctions, il prescrit des sanctions, on se demande à qui s'adresse-t-il le président de la République. Les observateurs dans la presse ont réagi en disant voilà par exemple un manquement de ce communiqué, on s'attendait à des mesures fortes telles que des sanctions. Mais là, manifestement, là, comme une fuite en avant, rien du tout. Les mesures sont fortes, quand même, Albertine. Le chef de l'État a prescrit des mesures très fortes. Je fais que relayer ce qui a été dit dans la presse, M. Bilal. Il est insultant. D'abord, moi, je ne comprends pas l'attitude de mon ami Jacques Bimaï. Il est en respectant les dispositions du chef de l'État, qui voulait une enquête administrative, cela ne devrait pas obstruire une enquête judiciaire. Voilà le drame, voilà le jeu qu'il y a dans cette affaire, Albertine. C'est ça le jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir donc de rapports administratifs, on va aiguiller maintenant cette fois-là l'enquête judiciaire. C'est là où se trouve le nœud et c'est ce que nous dénonçons. Nous réservons au mouvement progressiste par le biais de notre coordonnateur général de réagir à ce sujet. Je m'arrête là pour le moment. La deuxième chose, c'est que je ne comprends pas. La moindre des choses, c'est qu'il faut voir la similitude entre la gestion sécuritaire de Cam Rai dans d'autres activités et dans celle de Cam Rai. Et là, je donne des faits aux Camerounais. Quand vous transportez la marchandise de Bolloré à destination du Tchad et de la Centrafrique, j'ai rappelé que je suis transporteur. Vous faites un accident. La première des choses, aucune personnalité, aucun dirigeant à Cam Rai jusqu'alors. Il y a là une responsabilité. Maintenant, je fais mienne de l'argumentaire de Philippe Nanga. Le gouvernement est garant des biens et des personnes. Les visions politiques ne sont que des orientations données à un moment T, compte tenu de la conjoncture économique, comme celle de 1982-10 où nous étions en crise. Mais il n'en demeure pas moins que le gouvernement devrait demander d'abord à Cam Rai de quitter cette fois-là complètement tous les locaux, parce que la sécurité n'y est pas. On ne peut pas être dans un pays qui a Boko Haram de l'autre côté, une revendication de l'autre côté, et avoir des manquements sécuritaires et conserver les mêmes personnes. Je ne comprends pas l'exagération que nous avons sur ce plateau. Il faut que Cam Rai arrête. La troisième, et cette fois-là, ce qui me semble tout à fait très intéressant, c'est que nous pensons que à partir du moment où on a donné la gestion à Cam Rai dans le cadre du monopole, en lui donnant un endettement, il vient de le dire, c'est la Banque mondiale. Ça veut dire que c'est vous, moi, toi qui allons payer cette dette-là. Nous ne pensons pas pourquoi nous allons emprunter pour demander à quelqu'un de privé de gérer nos emprunts. Je ne comprends pas. C'est que à l'intérieur du RDPC, il ne veut pas le dire, il y a deux RDPC. Il y a un RDPC des fonctionnaires, prédateurs, qui occupent tout, qui avalent tout, qui ramassent tout et qui se font des grosses fortunes. Et il y a donc un RDPC qui a la parole, comme le Messanga Yamdi, qui ont le ministère de la parole, qui bavardent sur le plateau à longueur de journée, comme Bimaï, dans lequel on ne les récompense pas. Cela, on note que avec ces gens-là, on ne peut rien. Donc, la seule chose, c'est de les dégager à la prochaine élection et de mettre les vrais Camerounais à leur vraie place. Nous avons la compétence et nous avons la vision. Et envoyer monsieur bien en retraite à 84 ans ne serait pas une sanction. Ce serait un mérite, monsieur le président de la République. Alors, voilà. Mais il y a l'autre sujet également, une autre mesure dans ce communiqué, le milliard qui a donc été
alloués pour les victimes. Et là encore, des problèmes. On se pose la question, à qui est-ce qu'on va remettre cet argent? Maintenant qu'on n'a pas justement la liste de toutes les personnes qui étaient dans ce train-là, comment est-ce qu'on va se faire la répartition? Sachant également qu'il y a toujours eu de gros problèmes avec des argents alloués aux victimes dans des catastrophes pareilles. On a par exemple parlé cette semaine de la catastrophe de Sam, où la CONAC a parlé de 14 milliards de détournements, et jusqu'ici, il n'y a pas eu de tête qui était tombée. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que ce n'est pas une autre niche de corruption qu'on est en train de créer avec ces 1 milliard qu'on dote aux victimes? Alors, avec votre permission, avant de répondre à cette question qui est claire et d'un intérêt réel, je voudrais que nous n'entrions pas en campagne ici. Parce que si nous entrons en campagne, je vais rappeler à M. Zipa, qui est très intéressant en termes d'expertise, que l'opposition ne fout rien. C'est vous qui nous posez problème. Parce que vous ne saisissez que des opportunités. Accident, c'est là où on vous voit. 20 mai, c'est là où vous parlez. Et je peux parler du 6 novembre ou encore du 24 mars. Quand nous menons nos activités, c'est là où vous vous élevez, quand vous n'attendez pas tout simplement la fin de l'année. Non, vous êtes très intéressant en tant que technicien. Ne faisons pas de la politique politicienne. Nous soutenons le président Paul Biya. Les Camerounais vont décider. Et vous savez que, d'ailleurs, si le président Paul Biya ne va pas, moi j'y vais. Et au-delà de Messanga Nyamding, on a beaucoup d'autres dans le RDPC qui peuvent partir. Parce que si Paul Biya, président de la République, est le meilleur parmi nous au RDPC, ne vous leurrez pas, le RDPC a des gens très compétitifs aussi. Là, vous êtes aussi moi, je voudrais revenir. Non, je vous dis, ne jouez pas à ce jeu. Vous me refusez et vous êtes en campagne. Arrêtez donc à ce jeu. Parce que nous pouvons tous jouer, être en campagne. Nous pouvons tous entrer. Restons dans ce que vous dites de pertinent et d'intéressant. Concernant cet argent, madame, vous avez raison. Parce que il y a une très mauvaise interprétation du milliard du chef de l'État. Il s'agit d'une compensation des victimes identifiées. Ce n'est pas une réparation. Précisons un peu cela. Il y a trop de confusion dans ce que disent, pour des raisons politiques, les uns et les autres. Le président dit, voilà, les familles sont endeuillées. Moi, je m'engage à apporter un appui à ces familles identifiées. Donc, clairement, cet argent, je suis clair, s'adresse aux familles identifiées. Identifiées. Et d'ailleurs, ils le savent. Mais les autres veulent faire de la manipulation. D'ailleurs, à côté, je vous annonce solennellement quelque chose. J'ai mis une action de cœur. Et je lance ça dès la semaine prochaine. Parce que j'ai fait un petit calcul. Si chaque Camerounais apporte un soutien de 1000 francs, j'ai appelé ça 1000 francs action de cœur pour soutenir les familles endeuillées de Camraï. 1 million de Camerounais, ça fait 1 milliard. Imaginez si 3 millions de Camerounais cotisent, je vais prendre un huissier, au-delà des partis politiques, pour qu'on accompagne le gouvernement dans cette action. Mais voilà des gens, ils ont des salaires, ils ont aussi une vie. On dit l'État, l'État, l'État. Qu'est-ce que vous faites? Moi, voilà. Au-delà, ce n'est pas avec l'étiquette du RDPC que je fais cela. Je vous invite tous, j'ai appelé ça opération 1000 francs pour sauver et soutenir les familles endeuillées. C'est une initiative de Messanga Nyamding, le biaïste. Et vous voyez que j'ai fait mon calcul. Si j'ai 3 millions de Camerounais qui versent 1000 francs, je vous assure, on va avoir 3 milliards. Et ces 3 milliards vont accompagner le soutien d'1 million apporté par le chef de l'État. Voilà ce qu'il faut faire. Quant à monsieur, et je termine là-dessus, monsieur Philippe Nanga, il a dit quelque chose de grossier et de grave. Même si je partage ses analyses de fond. Il dit, c'est seul l'État qui est responsable. C'est pas vrai. J'ai dit, c'est le premier responsable. Non. J'ai jamais dit c'est si vous réécoutez, peut-être c'est un lapsus là, je vous concède cela. Puisque vous premier responsable, là je suis d'accord. Si vous dites premier responsable, je suis d'accord avec vous. Mais sauf que vous avez dit à plusieurs fois, c'est le seul responsable. Non. Mais maintenant que vous dites le premier, je suis d'accord avec vous, parce que je suis là-dessus. Cet accident nous permet de comprendre les failles d'une mafia qui est dans le RDPC et qui est à côté du chef de l'État, c'est-à-dire celle qui conduit les privatisations. Je vous assure, madame, la main sur le cœur, les Camerounais nous écoutent, beaucoup de Camerounais se sont engraissés. Si le président, comme il a commandé cet audit, nous allons voir que beaucoup, même en prison, je vous dis, certains sont en prison, suivez mon regard, ce sont ces gens qui contrôlent effectivement Camraï. Ce sont ces gens qui contrôlent les privatisations à la Sonel, à la AS Sonel, et ce sont ces gens aussi qui contrôlent l'eau.
Et on a dit ici que cette mafia de privatisation, en effet, il a raison. Il a raison. Aujourd'hui, on a des petits bonshommes qui sont des hauts fonctionnaires, qui dans tous leurs postes, qui professeurs, qui magistrats, qui médecins, qui, je ne sais pas moi, dans toutes les fonctions confondues, occupent les fonctions de l'État pour détruire ceux qui soutiennent le président et détruire son action. Et concernant donc, et je termine là-dessus les privatisations, je voudrais vous dire que, permettez-moi d'utiliser une expression de la rue, Achouka, pour ceux qui ont initié cela. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, beaucoup ne dorment pas, parce que l'affaire Camraï va déclencher d'autres affaires concernant une mafia qui a privatisé pour elle et qui n'a pas privatisé pour le Cameroun. Alors, Jacques Bimaye, à quoi peut-on s'attendre? On va bientôt sortir du sujet, maintenant que décidément c'est lancé. Non, Albertine, ce que je voudrais dire, quand on a une infrastructure comme le chemin de fer, il faut intégrer les aspects sécuritaires. Donc c'est pour dire que privatiser une structure pareille, laisser ça entre les mains du privé, c'est dangereux. Je vous dis, en 84, c'est le chemin de fer, les télécommunications du chemin de fer qui ont sauvé le Cameroun. 2, sur le plan économique, de la compétitivité. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'un conteneur qui part de Marseille, Douala, coûte moins cher qu'un conteneur qui part de Douala jusqu'à Ngaoundéré, en fait? Vous voyez, vous comprenez que même sur le plan économique, on ne peut pas avancer comme ça, en fait. Sur le plan social, vous avez vu par exemple, on a parlé de centres de formation qu'on a fermés. Comment pouvez-vous développer un chemin de fer si vous n'avez pas de jeunes Camerounais qui sont formés dans les différents corps de métier? Il y a les conducteurs, il y a les gens qui font la maintenance. Dans le rail. Ce n'est pas possible. Donc je crois que le chef de l'État a pris une bonne mesure. Pour moi, il faudrait qu'on aille très vite. Il faut saluer cela. Saluer ces mesures. Pour moi, ce sont des mesures fortes. L'audit va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Et de découvrir toutes les mafias. De découvrir toutes les mafias. Deuxièmement, je pense qu'avec ça maintenant, parce que le chemin de fer, c'est l'épine dorsale de notre économie. Nous devons faire très très attention. Je crois qu'avec ça maintenant, les différentes mesures, nous allons pouvoir avancer pour avoir un chemin de fer performant. Vous savez, j'ai décrié sur la voie métrique, je vous donne un exemple, pour la compétitivité de notre économie. Dans un pays comme la Tunisie, sur la voie métrique, on va jusqu'à 130 km à l'heure. Au Cameroun, et puis les incidents sont rares. Ici, chez nous, la moyenne c'est 70 km à l'heure, avec beaucoup de déraillements. Même sur le plan économique, c'est insupportable. C'est pour dire que quoi? La privatisation ne nous a rien apporté. Rien du tout. Le Cameroun a mis beaucoup plus de moyens dans le chemin de fer qu'au temps où ce chemin de fer était entre les mains de l'État, de la défense de Régis Fakam. Donc ce que je dis, tirons les leçons du passé, regardons devant, préparons l'avenir. Et tous ceux qui parlent maintenant, qui veulent faire la campagne ici, comme mon ami Hilaire, qui comprennent qu'ils vont nous trouver en chemin avec bilan désastreux comme ça. Écoutez-moi, laissez-moi terminer. Nous avons notre champion, nous allons le supporter. Parce que je suis convaincu que l'avenir du Cameroun doit se préparer avec le président. Philippe Naga, je vous en prie. On a entendu avant que Philippe Naga de réagir. Oui, rapidement, oui. C'est tout à fait important. Non, on n'est pas en campagne, non. L'Assemblée est dans la rame de lancement de leurs différents séminaires dont ils ont fait montre. J'annonce ici solennellement, bien entendu, aux téléspectateurs que la refondation de l'opposition, elle aura. Et vous aurez certainement des nouvelles figures à cette opposition. Soyez-vous tranquille, ce ne serait pas un monsieur qui a 89 ans. Alors, Philippe Naga, pour sortir, ce serait quoi pour vous rendre justice dans le cadre de, finalement, toute cette affaire, la catastrophe ferroviaire des ECA? Je pense qu'il faut rendre transparent le rapport d'enquête qui a été, qui semble exister, parce que personne n'a connaissance, n'est-ce pas, de ce rapport. Maintenant, voir pour des raisons d'État. Non, pas forcément, parce qu'un rapport, on peut. Il y a la raison d'État, monsieur. On peut extirper dans ce rapport. Non, on peut extirper du rapport ce qui concerne les raisons d'État.
Mais on doit rendre public parce que On n'est les pas citoyens obligé. camerounais ont Vous l'obligation. avez déjà travaillé dans l'administration, C'est vous? pas une question d'administration, justement. Non, attendez, dites-moi. C'est l'administration Vous n'avez pas coloniale. d'expérience. Non, non, c'est Ah, l'administration très bien. coloniale. Alors là, on est dans la posture. vous perdez de un peu l'administration le nord. coloniale. Hein? Vous perdez un peu le Les nord. citoyens camerounais ont le droit de savoir. Ce n'est Mais pas, ils savent. c'est pas ils ne savent pas. Ils savent pas. Il y a eu Le une situation. communiqué Non, est assez clair. c'est pas le communiqué qu'on attend. Une commission a été mise en place. Je vous rappelle que cette commission fonctionne avec les frais publics. C'est les citoyens camerounais qui cotisent, qui contribuent pour faire fonctionner On ne cette dit pas commission. le contraire. Maintenant, les contributeurs ont le droit de savoir. C'est pas une faveur. Le président Biya a l'obligation de rendre compte aux citoyens camerounais. Mais C'est il pas a une promis. faveur. Non, il l'a pas fait. Non, il n'a pas fait. Très bien. Il peut expliquer du rapport, ce dont il estime que c'est d'ordre sécuritaire d'État, mais il a l'obligation de rendre public le rapport. Ça, c'est de maintenant. Ça, c'est la première chose à faire. Et ce rapport doit ressortir des éléments importants, tels que le nombre de personnes qui sont décédées. Il faut éclairer les familles qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas eu leurs personnes, soit vivantes, soit mortes, dans cette situation. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Je vous dis qu'on ne peut pas conclure ce dossier-là si on n'a pas trouvé des réponses à ces familles qui sont toujours en train de rechercher leur On n'a pas dit non, la justice va faire le travail. non, c'est pas une question de justice. Laissons-le terminer, S'il y a une parce que commission je qui a été vais mise en place, elle doit aller le plus loin possible. On a fini. Donc maintenant, On sort bientôt, oui. parce que j'estime que le milliard de francs, là encore qui est présenté comme un acte de magnanimité du chef de l'État, je suis choqué encore par cela parce que c'est toujours des fonds publics. C'est pas de sa poche qui sort cet argent pour donner. Mais on n'a pas dit le contraire. Maintenant, quand c'est des fonds publics, c'est l'argent des citoyens camerounais. Là aussi, je suis un peu, j'allais dire, admiratif, mais ça peut pas de l'admiration de voir la témérité des cadres du RDPC qui sont ici, qui se félicitent, n'est-ce pas, de la malgouvernance, n'est-ce pas, dans laquelle le Cameroun est plongé depuis plusieurs années et qui aujourd'hui ressort de temps en temps, n'est-ce pas. Je crois que c'est ce que nous avons dit, vraiment. On a vu gérer la population. Je suis quand même, On a vu l'opposition gérer le communisme. je suis étonné de savoir que vous reconnaissez tous que les processus de privatisation ne sont pas du tout transparents, ne sont pas encadrés. Mais vous dédouanez la principale personne qui est responsable de ces processus. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est extraordinaire. Merci. Non, je pense qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on vit des conséquences graves parce que, je le précise encore, quand j'ai parlé de l'entière responsabilité du Cameroun dans cette affaire, c'est concernant, par exemple, l'affaissement qui est la cause, la première cause La de cet cause accident. d'intérêt, merci. C'est à ce niveau que je Non, non, ça n'a rien à voir avec Laissez-nous l'accident. aussi parler. Je vous en prie. Ça y est, voici, Vous après allez l'affaissement parler. d'intérêt, il n'y aurait pas eu Vous fichage. allez sur ce parler. point, je vous en On prie. reviendra à Non, je Il est peux hésipant pas- d'abord, monsieur. D'accord, oui. Allez-y, oui, il est hésipant. Bien deux choses. pour dire Rapidement, que- on sort. Oui, très C'est la rapidement, fin, pour oui. dire que on a tout intérêt, en attendant le dit du chef de l'État, de rompre le contrat avec Camrail. Ça peut être une option. La première, Pourquoi pas? c'est qu'au tonne kilométrique, comme venait de dire, bien entendu, Bimaï tout à l'heure, nous sommes à 70 francs au kilomètre, pendant qu'en Côte d'Ivoire, on est à 20 francs, pendant qu'au Maroc, on est à 15 francs, pendant qu'au Togo, non, on est à 20 francs. Cela veut dire que notre chemin de fer coûte cher. Première chose. Donc, pour pouvoir baisser l'inflation et bien entendu donner du pouvoir d'achat aux Camerounais du septentrion, Tout à fait. il faut donc baisser les prix à Camrail. Et comme le monopole privatisé ne nous apporte pratiquement rien parce que ça nous concède que de l'endettement, alors donc il faut rompre le contrat. Donc nous pensons que la jeunesse camerounaise doit se mobiliser pour demander au chef de l'État de rompre en attendant que l'on puisse. La deuxième chose, je voudrais donc terminer sur un deuxième point. Ce que le chef de l'État a proposé ne devrait pas être de la charité. Comme m'a dit M. Sanganamdi, on devrait plutôt procéder à la solidarité. Mais vous voyez que lui-même, il est en adéquation avec son chef, qui est le président Biya. Donc il faut le remplacer. Non. Alors, oui, rapidement, vous Alors, allez non, une non, minute, non, vous la allez charité, une il faut de la minute, vous solidarité. allez- Oui, je vous une minute, j'irai je vous en même à prie. 45 secondes Oui, parce allez-y. que je voudrais ressortir la contradiction de monsieur Nanga. Monsieur Nanga. Alors, il nous dit il faut qu'on nous publie la liste de tous les morts. Mais monsieur, un disparu n'est pas un mort. Je ne sais pas si vous comprenez vous-même. On vous dit qu'il y a eu 79 morts et vous dites en pleine télévision qu'on ne publie la liste de tous les morts. Mais non. attendez, si vous On vous pensez- dit, parce que- non, ne me coupez pas. Non, Je non, n'ai pas je pour- pense qu'il y a des j'ai réponses seulement pour quelques contradictoires de secondes. chiffres. Bah, alors vous voyez que vous êtes perdu. Comprenez-vous? Un disparu en français n'est pas un mort. Donc on attend. Deuxièmement, je termine Un là-dessus. disparu peut être mort aussi. On ne sait pas. On ne sait pas. Un disparu peut être mort. Il peut être peut, mort. mais lui, Exact. mais lui, S'il vous plaît. Je vous en en attendant, prie, terminez, monsieur on vous a publié la liste des morts. Voilà. Il peut, comme il peut ne pas Une être liste qui mort. est contestée.
Il peut ne pas être mort. Et on a dit que la responsabilité incombait à Kamraï. Nous sommes tous d'accord d'ailleurs là-dessus. Alors pour terminer sur le dernier point, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Moi je suis un homme qui aspire à gouverner, alors je suis sérieux sur un plateau. Alors je voudrais donc terminer sur ce point en disant qu'effectivement, je rejoins vraiment extraordinairement les analyses du monsieur le représentant du MP. Vraiment, sur ce point, nous partageons beaucoup de choses. Chasser, moi je dis même, je vais plus loin que vous, Bolloré, peut être une solution. Oui. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas rempli le cahier des charges. Et ce qui est plus grave, rappelez-vous, il y avait ce que quand on était étudiant, il y avait ce qu'on appelait les biens collectifs. Les étudiants qui allaient étudier à Obala, à Nanga, à Douala, à Melon. Mais regardez, les petits chemins de fer comme ça n'existent plus. Entre Yaoundé et Obala, entre Otélé et Yaoundé, entre je dirais Konsamba, Douala Kumban Konsamba. Mais ce monsieur a foutu la merde ici. On ne peut pas continuer à croire qu'effectivement, du point de vue social, je dis bien social, franchement, Kamraï nous a coûté excessivement cher. Si vraiment il faut revoir cette prescription du chef de l'État à travers le communiqué, je suis de ceux qui pensent effectivement qu'il faut réduire la puissance de Kamraï désormais. Je crois que le président de la République a proposé que l'État entre maintenant, qu'on voit rapidement comment l'État peut contrôler Kamraï. Alors, et mon souhait étant là, je suis dans ma chute, On revient et je souhaite je vous en prie, madame, je souhaite vivement, et là, en tant qu'homme politique, qu'il y ait des arrestations, que des responsabilités soient établies concernant le processus de privatisation au Cameroun. Moi, je peux vous dire qu'au regard des informations qui sont en ma possession, eh bien, croyez-moi, il y a eu une très grande mafia et un grand trafic qui peut faire tomber beaucoup de personnes. Alors le sujet reviendra certainement dans nos prochaines éditions de Droit de Réponse. Ce n'est que le début de ce que certains appelaient Redgate cette semaine. L'autre sujet à l'ordre du jour ce dimanche, c'est cette interdiction d'une conférence de débat d'Amnesty International à Yaoundé. L'organisation non gouvernementale avait prévu une rencontre dans la capitale le 24 mai dernier, avec comme sujet des questions liées aux droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme. Rencontre qui a été donc interdite selon des témoins. Une dizaine d'hommes en tenue ont fait éruption dans la salle de réunion et ont demandé aux responsables de tout remballer. Philippe Nanga, vous êtes certainement un peu plus impliqué, concerné par cette actualité, vous qui êtes aussi défenseur des droits de l'homme. Comment est-ce que vous avez réagi à cette interdiction de cette conférence de débat Amnesty International? Oui, mais ça devient, j'allais dire, une règle de conduite administrative dans notre pays d'interdire les réunions. C'est dommage qu'on aille jusqu'à là parce que les représentants d'Amnesty qui sont arrivés pendant 10 jours ont essayé de rencontrer les responsables du gouvernement comme ils le font d'habitude. Ils vont les rencontrer pour leur présenter leur rapport, pour leur présenter ce dont ils ont envie de diffuser. Ça n'a pas été possible et malgré cela, ils ont quand même demandé à obtenir l'autorisation de ces réunions qu'ils ont obtenue. Et voilà, sur le moment de conclure, la réunion n'a pas pu se tenir. Et ça fait partie des choses que nous déplorons parce que voilà comment est-ce que l'image du Cameroun est écornée tout le temps et au niveau national et international. Et après, c'est d'autres personnes qui sont accusées. Je crois que c'est vraiment dommage qu'on en soit encore là parce qu'on n'a pas compris. Pourquoi est-ce qu'ils ont interdit? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que Amnesty voulait rendre public? C'était pas quelque chose de grave. Il y avait une liste de 300 000 signatures et pétitions qui ont été collectées pour soutenir 3 jeunes qui ont été condamnés à 10 ans de prison parce qu'ils se sont amusés à travers les SMS, n'est-ce pas, à dire des choses qui ont été... Il y a prétendu recrutement de Boko Haram. Donc aujourd'hui, on a ces jeunes enfants qui ont pris 10 ans de prison et Amnesty soutient les organisations de défense au Cameroun qui défendent ces jeunes gens-là. Voilà, et ça, c'est une action de plaidoyer qui est une action normale, publique, officielle et qui est interdite. J'ai souvent l'impression, c'est pas pour rejoindre ceux qui soutiennent M. Biya, mais j'ai souvent l'impression qu'autour de M. Biya, il y a, j'allais dire, une artillerie qui empêche toute possibilité de remonter d'informations au plus haut niveau. Et qui font tout pour étouffer, n'est-ce pas, toute tentative d'expression
pour empêcher à ce que le président soit informé par le public directement. Et ça aussi, je me demande souvent, est-ce que c'est lui qui met en place une mécanique ou alors c'est des gens autour de lui? Parce que ça dure quand même un bon moment et nous sommes surpris que jusqu'ici, le président de la République et même les cadres du RDPC qui eux-mêmes souvent sont trahis dans ces postures administratives ne fassent rien pour faire arrêter, n'est-ce pas, ces administratifs qui exposent un zèle extraordinaire, mettant, n'est-ce pas, en difficulté l'image du Cameroun. Alors, professeur Nsanga Mding, comment une telle réunion peut représenter une menace à l'ordre public? C'est le motif qui a été donné pour justifier l'interdiction. Une réunion dans laquelle on est là pour échanger sur des pétitions pour la libération de 3 jeunes gens. Comment une telle réunion peut être représenter une menace à l'ordre public? D'abord, je voudrais rassurer M. Nanga, lui qui pense que c'est une initiative du président de la République. Non, je vous rassure, nous qui avons une relation particulière avec le président, je puis vous dire que c'est un homme très ouvert. Pour preuve, vous avez vu que quand il est arrivé au pouvoir, il n'y avait plus des exilés politiques. M. Kindi, qui est leader du parti de M. Zipan, a été en prison. Les gens comme les Abel Yenga, Lende Toumaza, Suzanne Kalalouba étaient des exilés. Je voudrais vous rassurer. Et mieux encore, c'est pire roudoyeur. C'est-à-dire des gens qui l'ont combattu, les Kodok, on l'a vu à un moment donné, les Belobouba et Magari, et entre autres, je ne vais pas les citer tous, Anta Kazagé, paix à son âme aussi, c'est vrai, les Dakole d'Ansala sont à ses côtés. Donc c'est vous dire que ce n'est pas un monstre, c'est plutôt quelqu'un de très gentil, ouvert et très affectif, qui s'est toujours battu pour les droits de l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passe, M. Msanga? Alors, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, moi, j'ai une double position. Je n'ai pas une position de quelqu'un qui lit dans la boule de cristal comme M. Nanga. C'est pourquoi je m'en méfie. Il y a 2 positions. C'est inacceptable, tel que le président a apporté des libertés, qu'à côté, il y ait des agents proches du pouvoir ou du gouvernement qui empêchent à un groupe de pression internationale comme Amnesty, ça peut être Haute Transparency ou autre, c'est le cas d'Amnesty aujourd'hui, de faire une conférence. Et je vous ai toujours parlé du coup d'état scientifique, qui avait effectivement quelques caciques en mal de pouvoir qui posaient des actes à l'effet d'affaiblir le pouvoir du président. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'attentats, il y a des dysfonctionnements dans la rue, il y a parfois la corruption. Tout à l'heure, je vous parlais des fonctionnaires qui détruisent des personnes qui veulent travailler pour ce pays. Donc vous voyez que sur ce point, je voudrais vous rassurer une fois de plus, cela relève parfois du zèle de quelques agents complaisants qui veulent écorner l'image du renouveau. Mais par contre, dernier point, je termine là-dessus, il faut aussi faire attention. Amnesty, Transparency, je me souviens, en France, il y a eu les attentats à Charlie Hebdo. On n'a pas vu Amnesty là-bas. Il y a eu les affaires de Guantanamo. Il y a eu, aujourd'hui, regardez dans le monde. Amnesty fait plusieurs rapports, M. Msanga-Mding, il y a les migrants, il y a beaucoup de questions sur lesquelles ils font des rapports. Il n'y a pas que le Cameroun. Madame, croyez-moi, je fais des travaux, j'ai même d'ailleurs des étudiants, une étudiante que j'ai commandée en thèse, qui travaille sur Amnesty Transparency, ils observent beaucoup plus des réserves ailleurs que chez nous. Peut-être parce qu'ailleurs, peut-être parce que chez nous, il y a plus d'exactions. Parce qu'ailleurs, il y a déjà... Peut-être, je dis peut-être. Bon, alors, je vais vous illustrer cela. Quand vous pensez quand même qu'il y a eu l'esclavage en Afrique, et qu'à ce jour, il y a des compagnies à charte qui peuvent être démantelées par Amnesty. Très bien. Attendez, madame, laissez-moi chuter aussi. Oui, je vous en prie, avec permission. Rapidement, parce je voudrais vous dire que l'Occident a fait des Africains des esclaves. Après l'esclavage, il y a eu la colonisation. L'une des missions pour moi aujourd'hui, dévolue à un groupe de pression comme Amnesty, c'est de nous dire ce qui s'est passé. Très bien. Et c'est de nous parler de ce qui est tombé. Alors, je termine sur ce point en vous faisant remarquer tout simplement que, à l'image de Reporters sans frontières, qui a aujourd'hui son président qui est du Front National, un parti raciste, je voudrais quand même dire aux Camerounais qui nous écoutent, de ces sociétés coloniales, négrières, esclavagistes, je m'en méfie un peu. Hilaire Zipan, justement, la presse a révélé les relations pas très amicales entre le gouvernement camerounais, justement, et Amnesty International cette semaine. Est-ce que vous pensez que ces organisations sont
crédibles? Ou Ces alors, organisations esclavagistes. est-ce qu'elles sont crédibles? Ou alors c'est les sujets qui sont devenus tabous aujourd'hui? Par exemple, le sujet sur la loi antiterroriste, ça devient un peu un sujet tabou. Lorsqu'on en parle, il n'y a pas qu'Amnesty International qui fait les frais d'interdiction d'une rencontre ayant pour objet la loi antiterroriste. Est-ce que vous pensez que c'est le sujet qui est devenu tabou? Oui, je ne vais pas rentrer dans ce labyrinthe-là dont le professeur Messanga Nyamding, mais je voudrais dire qu'on est dans un État suffisamment organisé. Le sous-préfet représente le gouvernement dans l'arrondissement, le préfet dans le département, gouverneur dans la région. Je ne comprends pas comment dans un pays aussi bien organisé, je rappelle en passant que l'administration n'est qu'une technique et non une politique. Et c'est cette confusion-là dans notre pays qui fait en ce qu'on ne comprend pas trop bien les sujets. Un groupe de pression arrive, rencontre les autorités en prélude d'une conférence de presse. Donc, a rencontré le chef du sous-préfet N+3. Il les a rencontrés. Et dans le moment où il veut faire dans la conférence de presse, celui qui est N-3 dit que ça n'existe pas. C'est ça le problème que nous avons au Cameroun, Messanga Nyamding. C'est ça, prof. Parce que on a l'impression que les gens subrepticement ont avali tous les pouvoirs. Personne ne respecte sa place. Chacun pense qu'il décide. Et partout où chacun a, avec son logiciel, tout savoir, il pense qu'il est en position de pouvoir sévir et déranger. Je suis autant surpris. Parce que vous également, au RDPC, qui détenez tout le pouvoir administratif, qui détenez tout le pouvoir financier de l'État. Vraiment, mon cher, amicalement, hein, oui. Je vous assure que ceux qui se sont substitués au RDPC, c'est une bureaucratie en partie corrompue et compradeur qui n'a rien à voir avec le parti. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, vous pouvez nous rejoindre dans la refondation du peuple camerounais. Donc, je continue. En disant donc que quand les gens ont eu ce comportement-là, on ne peut qu'avoir le résultat que nous avons à l'heure actuelle. Je pense savoir que ce qui est bien dans ce genre de truc, c'est que lorsque le ministre a donné son point de vue, il devrait donner instruction simplement au sous-préfet de laisser la conférence se tenir. Mais lorsque, comme sous-pouvoir, on a perverti, on a incliné, on marche la tête par terre et les pieds en haut, on a le résultat. Jacques Bimaï, je vous en prie, Jacques Bimaï. Moi, ce que je voudrais dire, il y a la raison d'État. Vous savez, nous avons l'impression, je parle en tant que politique, ce que je constate, tout à fait. Les gens veulent absolument, à travers une insurrection populaire, renverser le régime Biya. Non, c'est laissez-moi parler aussi, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Vous êtes très intéressant. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. C'est qui dit bon, je pense que nous sommes tous d'accord que c'est notre pays, nous devons le construire ensemble. Et ce que moi je proposerais, ou bien ce que je dirais, nous avons des institutions. Nous avons un Parlement qui vote les lois de la République. Ça peut être peut-être des lois qui posent problème. On peut aussi le comprendre. Et nous sommes un État dans un monde globalisé. Il est souhaitable quand même que, pour l'image aussi de notre pays, que nous essayons de voir dans nos intérêts, l'intérêt supérieur de l'État, avec tout ceci. Mais tous ceux qui viennent aussi au Cameroun doivent savoir une chose. Nous sommes une nation avec l'État-nation à sa tête des institutions qu'il faut respecter. Et il faut donc savoir comment, quelle démarche adopter dans quelles circonstances. Donc moi, c'est tout ce que je peux dire. Et je dis que nous, politiques, nous qui sommes politiques aujourd'hui, nous devons tenir compte de tout ceci. Et je comprends mon gouvernement qui est très très embêté. On a attaqué par les terroristes, par les sécessionnistes, par les ceci, par ceux qui veulent absolument détruire notre régime, détruire le Cameroun. Mais vous savez... Le gouvernement a un peu peur, quoi. C'est très dangereux. Nous sommes prudents. L'État est prudent. Il faut anticiper. Oui, il faut anticiper. C'est ça. Gouverner aussi, c'est prévoir. C'est anticiper. Et je dis pour la raison
d'État, D'État. je peux comprendre certaines choses. Rapidement, on va sortir par là rapidement pour aller au troisième sujet. Philippe, donc est-ce que Amnesty International exagère un peu? On se rappelle du rapport. Vous Le le donnez trop rapport la parole, là, 2016, c'est Pauline Nangala. 2017, non. Il a son deuxième Il a- tour il a- alors que nous n'avons fait qu'un seul tour. C'est un spécial de la société. vous C'est un parlez spécial de la 5 minutes. société. Oh, c'est un faux Vous spécialiste. vous comprendrez qu'il est le droit Une de parler. société civile où Rapidement, il je vous en est prie. opposant au régime. Est-ce que vous avez vu ce monsieur un seul instant Ne le faites soutenir pas le terminer, régime? monsieur, Voilà la société Philippe civile africaine. Philippe, vous avez la parole. Des Est-ce que- opposants je vous en déguisés. prie. Est-ce La que vous- société civile est neutre. C'est un opposant déguisé. C'est ce monsieur, c'est un opposant Alors, au régime. vous avez la parole, monsieur Philippe Ne vous Nanga. Est-ce trompez que pas. Amnesty International Merci de me exagère un permettre peu? de- Parlez, monsieur l'opposant. Allez-y. Merci de me permettre de parler un tout petit peu. Non, exagérer, je pense qu'il faut aussi, c'est important d'éclairer l'opinion. En réalité, aucune organisation internationale n'intervient au Cameroun sans collaborer avec les organisations locales. Ça, c'est très important. Ça veut dire, vous avez plusieurs fois suivi le REDAC. Malheureusement, quand c'est une organisation du Cameroun, on n'en parle pas. Et quand c'est une organisation internationale, tout le monde sort voilà. Donc je pense qu'il faut retenir ça pour dire que Amnesty ne peut pas, n'est-ce pas, exagérer, parce que je vous dis, leur démarche consiste toujours, d'abord, à collaborer avec les organisations locales, deux, à informer au préalable. Le gouvernement. Ils ne font rien sans informer au préalable le gouvernement. Ils ne publient aucun rapport sans avoir remis copie d'abord au gouvernement, en lui laissant le temps de réagir. Donc, à aucun moment, je ne vois de l'exagération. C'est Très les bien. gens qui travaillent techniquement, ils sont irréprochables. Donc, je pense que, et c'est sont tout simplement que les cadres du RDPC le Ils confirment sont- ici, on a Voilà. désormais en face un gouvernement frileux, Voilà. et donc qui Ça m'étonne réagit. pas de vous. Continuez allez dans votre rôle. Donc, je crois que c'est un problème, et je me réjouis quand même que, Oui. ici, Que soit le dit gouvernement clairement soit frileux. que désormais, on a un gouvernement frileux qui Voilà. n'a Oui, plus, je vous ai dit. n'a plus suffisamment, n'est-ce pas, de temps pour se saisir, n'est-ce pas, des faits et pouvoir analyser et prendre les bonnes décisions. Bien sûr. Et donc, Alors, c'est ce que rapidement, nous vivons aujourd'hui. La dernière préoccupation de cette journée, je le disais à l'entame, un mot donc sur ces leaders anglophones incarcérés depuis le 17 janvier dernier dans le cadre de la crise qui s'écoule les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ils sont justement accusés de terrorisme, on parlait de l'antiterrorisme, apologie du terrorisme, entre autres. Et l'on a appris lors de la dernière audience que les deux leaders pourraient peut-être dès le 7 juin prochain comparaître libres, sous surveillance judiciaire en tout cas. Alors, Messangé me dit, est-ce que c'est une avancée dans la résolution de la crise pour vous, si cela s'avérait vrai d'ici le 7 juin prochain? Oui, vous Alors, savez que la crise anglophone nous embarrasse tous. Parce qu'effectivement, ce que vivent nos compatriotes de la partie anglophone est très difficile. Ce sont nos frères. Ils ont choisi la revendication pour s'exprimer, même si par moment le contexte n'est pas légal. Moi, je pense que dans un contexte d'unité, nous devons nous tolérer. Et je suis de ceux qui pensent que ces compatriotes, quel que soit le cas, doivent être acquittés à l'effet de favoriser le dialogue social. Vous savez, le président Paul Biya... les 24, les 27, vous voulez dire? Oui, les 27. Moi, je suis pour que ces compatriotes soient remis et qu'on cesse d'ailleurs toute poursuite pour des raisons politiques. Vous savez, les affaires politiques se règlent en politique. Et je pense que on a autour du chef aussi des personnes qui évoquent l'état de droit quand ça les arrange et qui mettent de côté l'état de droit quand ça ne les arrange pas. Et heureusement, nous sommes aussi là, c'est-à-dire les cerbères biaïstes, c'est-à-dire des gros chiens qui encadrent le président et qui, même dans l'informel, nous sommes constitués en structure de veille. Je pense sur ce point, effectivement, que on doit voir ça avec beaucoup de doigté, parce que pour moi, il y a des commissions qui ont été mises en place. C'est une solution qui peut nous ramener à renforcer le dialogue, à l'effet de nous remobiliser autour du président Paul Biya, qui est d'abord un père de famille. Et un bon père de famille. Est-ce que le 7 juin prochain, si ces deux leaders étaient remis en surveillance judiciaire, vous pensez que ce serait une avancée dans la résolution de la crise? Oui, je pense que ce serait une avancée. Même si on sait que les 24 les problèmes d'unité ne peuvent que trouver des solutions dans le cadre d'un dialogue. Un dialogue. Et je sais qu'il y a par exemple la diaspora
anglophone qui est très impliqué dans cette crise. Et c'est pour ça que je pense que nous avons besoin d'un dialogue inclusif. Tout à fait. C'est très très important pour construire ce pays. Vous savez, je pensais dernièrement que, vous savez, cette diaspora-là, pourquoi ne pas arriver par exemple à trouver, non seulement avec des diaspora anglophone, mais la diaspora camerounaise en général, et créer peut-être une taxe de solidarité pour la construction du Cameroun. Ils sont nombreux, je crois ils peuvent contribuer au développement de ce pays. En bref, ce que je dis, en tant que politique, je pense que nous devons, mon camarade l'a dit, nous devons être tolérants. Nous devons nous donner la main. Je souhaiterais que, je sais que le chef de l'État, il est très très attentif, qu'on puisse trouver des moyens pour avoir un cadre de dialogue serein, je dis bien serein, pour que ensemble nous puissions voir comment nous pouvons poursuivre la construction de ce beau pays qui a besoin de tous ses enfants. Il est en zipan. Non, je pense que sur ce sujet-là, il faudra que l'unité du pays demeure notre socle, que la République doit être une et indivisible. Quand je dis ça, je voudrais rappeler aux téléspectateurs que la langue est une matière commerciale. Le français, c'est une matière commerciale, elle se vend. L'anglais, c'est une matière commerciale, elle se vend. Mais une fois que les Nations Unies ou la communauté internationale a désigné la superficie d'un État, a reconnu l'emblème d'un État, a reconnu les ressortissants de cet État-là, il est de bon ton qu'on puisse le construire. Toutefois, nous pensons que nous bénéficions du fait que aujourd'hui au Cameroun, nous avons la meilleure diaspora aux États-Unis. Elle n'est pas qu'anglophone, Bimaï. Elle est francophone aussi également. Et je crois savoir que si nous sommes suffisamment intelligents, nous devons ouvrir ce dialogue et penser que la meilleure façon, c'est de décrisper l'atmosphère qui est tout à fait tendue et de vouloir s'asseoir cette fois-là sur une autre table. Pour une fois, c'est très positif. Je pense que ce que je voudrais dire pour ce que nous mouvons progressistes, nous mouvons progressistes, c'est très clair. Sur l'unité de l'État, il ne doit pas avoir le débat. Sur la forme de l'État, c'est possible. On ne peut donc pas prendre l'État en otage parce qu'on veut faire le débat de sa forme. Nous, mouvement progressiste, nous nous sommes inscrits pour le fédéralisme depuis 1998, mais cela ne nous empêche pas de participer à toutes les festivités qui garantissent l'unité de notre pays. Et c'est comme ça qu'il faut... Et nous allons terminer, merci, avec Philippe Nanga sur le même sujet, cette crise anglophone et peut-être cette probable sortie des leaders. Comment en sortir finalement? Je pense que nous l'avons dit depuis longtemps, il faut un cadre de dialogue ouvert qui permette à tous les Camerounais de réfléchir sur cette question-là. Je m'interroge simplement sur le degré d'influence que peuvent avoir monsieur Bimaï et le professeur Nyamding pour pouvoir faire le plaidoyer au sein du RDPC pour faire réfléchir ceux qui bloquent. Je me réjouis quand même de ce que nous avons à l'intérieur du RDPC, des cadres qui sont d'avis avec nous qu'il faut relaxer toutes ces personnes-là pour décanter l'atmosphère et s'ouvrir à un dialogue national. Merci à vous. Une seconde. Non, je voulais seulement dire ici, il faut se comprendre que nous sommes embarrassés. Il faut absolument ce dialogue pour couper l'herbe sous les pieds de ceux-là qui pensent que ils peuvent créer un État. Donc, je veux donc dire que c'est très important qu'il y ait ce dialogue parce que nous avons un ennemi commun. C'est ceux-là qui cherchent à diviser notre pays. Et surtout, moi, je pense qu'il faut le faire pour accompagner vraiment le président. Et, comme il a dit Bimaï, on a une diaspora. Mais écoutez, la diaspora peut aussi nous accompagner parce que si la diaspora est hostile au gouvernement, c'est qu'ils attendent quand même aussi que ce pays reconnaisse la double nationalité. Très bien. Et moi, je ne suis pas contre le principe de double nationalité. Merci. Très bien. C'est la fin de cette édition de Droit de réponse. Merci à vous, cher monsieur, d'être venu. Philippe Nanga, Jacques Bimaï, professeur Sangayamzing, et à vous, Hilaire Zipan, et à toute l'équipe technique qui nous accompagne ce dimanche. Très bonne fête des mères à toutes les mères. Bon dimanche à tous.
jours. Vous êtes vous aussi militant du RDPC, membre du comité central. Nous en avons 2 sur le plateau ce dimanche. Oui, exact. Ouais. D'habitude, le RDPC est seul sur le plateau. Ce que je peux dire, je l'avais promis. J'étais ici au moment où il y a eu cette catastrophe ferroviaire des ECA. Je n'avais pas voulu, en tant qu'expert, prendre de position. Je vous avais dit que je vais prendre position quand le chef de l'État va publier sa position, donc la position officielle. Et je suis donc là aujourd'hui pour analyser avec vous, pour permettre aux Camerounais de mieux comprendre ce communiqué qui a été publié par la présidence de la République. Chose promise, chose due. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Nanga, bonjour et bon dimanche. Bonjour et salut à toutes les citoyennes et à tous les citoyens qui nous regardent en ce moment. Je fais également un clin d'œil à toutes les mamans, sans qui nous ne serions pas ici certainement. Merci à vous d'être là. Vous êtes militant des droits de l'homme, coordonnateur de l'ONG Un Monde à Venir, organisation de la société civile spécialisée entre autres dans la défense des droits de l'homme, mais également la promotion de la démocratie, la citoyenneté entre autres. Oui, Un Monde à Venir, c'est une organisation évidemment de la société civile qui travaille sur 2 thématiques, la démocratie et les droits de l'homme. Il faut aussi signaler que je suis quand même membre du directoire du réseau Dynamique Citoyenne. Voilà, et membre du REDAC, le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons commencer tout de suite. Peut-être un mot. Hilaire Zipan, je le disais tout à l'heure, vous réagissez sur cette affaire du sucre tout à l'heure lorsque Fabien Ndongo parlait, ces importations. C'est la communauté musulmane qui a donc commencé le jeûne hier. Mais le problème de l'importation du sucre se pose encore. Qu'est-ce qui se passe en fait dans ces... Non, je crois savoir que c'est un sujet extrêmement délicat. Il faut donc le prendre avec beaucoup plus de réalisme. Vous êtes sans ignorer que le 4e pilier de la religion musulmane, c'est le ramadan. Et la périodicité est connue à l'avance. Lorsque l'on parcourt les journaux, et c'est l'occasion pour moi de saluer les historiens du temps présent, nous constatons simplement qu'on risque de se retrouver dans une pénurie. Beaucoup plus pour nos confrères qui vivent dans le septentrion. Et cela est extrêmement grave. Le ministre a semblé nous donner beaucoup d'indications en déclinant qu'il y avait à peu près 33 000 tonnes qui existaient chez Sosucam. Et lorsqu'on fait le ratio entre la consommation globale et ce stock-là, il se trouve que nous allons avoir certainement de la pénurie. Mais le drame ne se trouve pas là. Au-delà de la prévision et de cette gestion un peu à la corbeille dont le gouvernement nous a habitués, nous constatons simplement qu'on demande certainement aux pyromanes d'être le pompier. Autrement dit, on demande à Sosucam d'importer en même temps. Or, ça ne devrait pas être le cas. On devrait plutôt encourager Sosucam de produire et en cas de constatation d'une pénurie, on trouve des importateurs qui le font à leur place. Question d'encourager les investissements dans ce secteur hautement sensible qui va donc du besoin physiologique de l'ensemble des Camerounais et beaucoup plus pour la religion musulmane. Je crois savoir que si nous ne faisons absolument rien, on va nous brandir, bien entendu, pour ceux qui vont contester la loi sur le terrorisme. C'est la nouvelle trouvaille du RDPC pour résoudre tous les problèmes sociaux. Et je pense qu'il faut le dire avec le condamner cette attitude du ministre du Commerce avec la dernière énergie, en disant que le stock ne devait pas se trouver dans les magasins de Sosucam, mais sur les marchés. Parce qu'entre les magasins de Sosucam et le marché, vous allez voir l'inflation. Et je peux vous rappeler que moi, qui suis dans le transport, à l'heure actuelle, du panel de prix qui se situe autour de 28 000 francs, on l'achète à 32 000 francs. Et lorsque vous rendez dans le marché, on regarde votre tête pour savoir si vous n'êtes pas un contrôleur de prix afin de vous donner le prix plancher sur le marché. Merci. Donc voilà la manière où on construit l'inflation et l'on construit à détruire notre économie. Alors c'était un clin d'œil à la communauté musulmane qui a commencé le jeûne. Il y a à présent les sujets retenus pour ce dimanche. 7 mois après, je le disais, la catastrophe ferroviaire des ECA, la présidence de la République a donné le 23 mai dernier des nouvelles de l'enquête gouvernementale mise sur pied au lendemain de ce drame ferroviaire. Dans un communiqué signé du secrétaire général de la présidence de la République, l'on a eu connaissance dans des grandes lignes de ce rapport d'enquête de la commission Yang. On a alors appris entre autres que le concessionnaire du chemin de fer Camrail était désigné comme le principal responsable du triste événement du 21 octobre 2016. Philippe Nanga, je vais commencer avec vous. Comment est-ce que vous avez réagi en découvrant donc le communiqué de la présidence de la République? Qu'en avez-vous pensé?
Déjà, je me suis interrogé pourquoi est-ce que ce communiqué n'était pas accompagné du rapport, pour qu'on puisse y voir un peu plus clair, parce que c'est toujours délicat de se prononcer sur un communiqué de 3 pages concernant un sujet comme celui-là qui a quand même qui est d'une importance assez grave. Et donc je suppose que le rapport doit être beaucoup plus important que le communiqué qui a été rendu public. Donc ma première question, ça a été de savoir pourquoi est-ce que nous n'avons pas, pourquoi est-ce que les citoyens camerounais n'ont pas le droit, n'est-ce pas, de prendre connaissance du rapport. Et j'ai évidemment lancé un coup d'œil rapide pour comprendre aussi la teneur de ce communiqué, pour constater que le gouvernement se mettait en cause parce que aider les passagers à rallier Yaoundé et Douala a pris des décisions qui ont d'ailleurs conduit à la catastrophe, et celui des travaux publics paye ainsi le prix donc de la non-réalisation des ouvrages, notamment des infrastructures routières. Pour repère, l'effondrement du pont sur la nationale numéro 3 au niveau donc de la ville de Matambe est donc le début de cette catastrophe qui a tué des populations camerounaises. Voilà comment est-ce que le sujet a été traité en tout cas par la presse camerounaise pour ce qui est du premier. Le second sujet, il faut le rappeler, concerne bien entendu l'interdiction de la tenue de la conférence de presse d'Amnesty International à Yaoundé. Et voyez-vous donc, pour mutation, l'ONG qui organisait donc la rencontre avec la presse entendait partager le contenu de plus de 310 000 lettres, donc des pétitions des personnes du monde envoyées au président de la République du Cameroun pour lui demander de libérer 3 étudiants condamnés donc à 10 ans d'emprisonnement par le tribunal militaire de Yaoundé pour avoir fait circuler une plaisanterie sur la secte islamiste Boko Haram par SMS sur le net. Donc le directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, à qui a d'ailleurs vu la police lui interdire une telle opération, pense qu'il s'agit d'une stratégie du gouvernement camerounais qui tend donc à museler l'organisation sur les sujets sensibles. L'Élu Sahel, qui traite également de cette question, fait savoir que près d'une dizaine d'agents de sécurité ont d'ailleurs envahi le lieu où devait donc se tenir la conférence de presse et demander donc par la suite aux responsables de l'hôtel de fermer les portes de la salle qui devait donc accueillir des personnes qui sont venues prendre part à cette rencontre. Alors, autre sujet, entre autres, qui sera également à l'ordre du jour de cette autre édition de Droit de réponse. Vous parlerez sans doute, Albertine, de cette date du 7 juin prochain qui s'annonce comme une date aussi importante pour les leaders anglophones, interpellés donc dans le cadre de l'opération, tout au moins la crise anglophone. Et là, on apprend également que c'est un jour particulier pour ces derniers et qui pourrait donc, soit oui ou non, savoir si leur liberté sous condition introduite donc sera respectée. Et j'imagine qu'avec le début du mois de Ramadan, vous parleriez aussi du sucre, la question du sucre qui fait problème au sein de cette population, parce que pour les musulmans, c'est une denrée aussi importante et que beaucoup plus pour la population aussi, mais le ministre du Commerce, qui a choisi de faire le tour des magasins, en allant bien entendu à la Sosucam, devrait plutôt aller dans les marchés, voir s'il y a véritablement pénurie. Et là, on constate au sein de la population qu'il y a un problème. Exactement, Flavien Ndongo. Merci pour ce clin d'œil à cette communauté musulmane qui a donc entamé le jeûne depuis hier. Et effectivement, dans la presse, on a également parlé de cette actualité au sujet du sucre qui se fait un peu rare dans les marchés et cette question d'importation qui revient toujours au début de ce mois de juin du Ramadan, les importations dont il pose problème au niveau du sucre. Merci à vous. Peut-être un dernier mot avant de partir sur la fête des mères, par exemple. Oui, toutes les mères sont au courant que c'est un grand jour pour elles et nous leur accordons tout ce qu'il y a de merveilleux aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup d'attention, beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Merci à vous, Flavien Ndongo, et bon dimanche. À présent, nous allons découvrir le panel qui nous accompagne pour cette édition de Droit de réponse. Bonjour à vous, Hilaire Zipan, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs de la grande chaîne de télévision Equinox, bien entendu. J'ai commencé par vous parce que je vous ai vu un peu réagir quand on parlait du sucre tout à l'heure. Je rappelle d'abord que vous êtes chargé de la communication du mouvement progressiste. C'est exact. Conseiller municipal à la mairie de Douala 1er. C'est exact aussi. Professeur Charlemagne Messanga Nyamzing, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je vais souhaiter une très bonne fête à toutes les mamans. Parce que j'aime beaucoup maman, c'est grâce à ces femmes que nous avons la vie.
Et je vais également en profiter pour saluer tous les copanélistes et vos fidèles téléspectateurs. Vous êtes enseignant à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, l'IRIC, politologue. Oui. Et puis vous êtes également membre du comité central du RDPC. Oui, c'est cela. Et c'est avec beaucoup d'honneur que j'assume depuis l'âge de 19 ans mon engagement auprès du président de la République et du RDPC. Comment vous avez vu que j'ai bien dit le président de la République, parce que beaucoup ont tendance à oublier que le président Paul Biya a précédé le RDPC. Il est arrivé aux affaires en novembre 82. 3 ans après, il a mis en place la politique de rigueur et de moralisation. Et le parti est venu en 1985 à l'effet de l'accompagner. Et je suis souvent bien surpris de voir des gens qui pensent que le biaïsme rivalise avec le parti. Non, c'est le parti qui doit soutenir le biaïsme et par conséquent la politique de rigueur et de moralisation de l'homme Paul Biya. Merci, professeur Messanga Nyamzing. Bonjour également à vous, Jacques Bima, et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Albertine, bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox TV et bien sûr aussi bonne fête aux mamans. Je suis très heureux d'être ici et je pense que nous allons mener un débat citoyen pour l'intérêt de notre pays. Alors vous êtes expert ferroviaire, manager, opérateur économique. Vous avez surtout dirigé pendant une quinzaine d'années la Citrafer, Société internationale des travaux ferroviaires, et son position politique et des positions au niveau de l'exploitation. Le ministre du Transport, le ministre, on peut apporter certaines critiques, mais je dis bien que au niveau de responsabilité, un ministre de Transport qui vous demande de transporter des Camerounais, c'est tout à fait normal. C'est comme on dit, s'il y a des problèmes, on demande aux bus, aux agences de travail, de transport voyageurs, de transporter des Camerounais. Mais madame, vous n'allez pas transporter des Camerounais n'importe comment. Nous avons des normes et des mesures de sécurité. Il y a une déontologie. Dans le métier de chemin de fer, les normes n'ont pas été respectées. Je suis désolé, ce n'est pas l'affaire. Monsieur Hilaire Zipan, alors pour beaucoup d'observateurs, d'ailleurs plusieurs hommes politiques, partis politiques même ont réagi en cela cette semaine, en estimant que le gouvernement avait, ou alors ce rapport dédouané des membres du gouvernement. Monsieur Jacques Bima l'a dit et nous l'avons lu, on parle de responsabilité principale de Camrail, ce qui sous-entend des responsabilités secondaires, par exemple, qu'on n'a pas dans le communiqué qui a été rendu public. Comment est-ce que vous avez lu ce communiqué-là entre les lignes? Est-ce que vous pensez, par exemple, que les craintes ou alors les craintes de ces hommes politiques sont justifiées? D'abord, il s'agit d'un événement extrêmement grave qui a endeuillé notre pays où nous n'avons pas jusqu'à l'heure le nombre exact des victimes. Premier élément. Deuxième élément, quand il y a mort d'homme, toute la nation doit s'indigner et s'interroger. Je pense que le fait d'avoir choisi un communiqué pour s'adresser aux Camerounais à partir d'un rapport aussi important, je crois pour ma part que, au regard de la gravité de la situation, c'est un peu léger. La deuxième des choses, c'est que on a deux responsabilités. Il y a d'une part la vision d'orientation des décisions prises antérieurement à la privatisation de la régie FECAM, la responsabilité d'exploitation dans laquelle Bimaï a essayé très brillamment de le démontrer. Je crois savoir que lorsque nous sommes rentrés dans les plans d'instruments structurels en 1985, nous avons essayé 3, 4. Et c'est le Premier ministre Peter Mafani qui est venu le conclure avec, bien entendu, le point d'achèvement en 2006. Toujours est-il que, en étant acteur de la scène politique depuis 1990, nous avons décrié les privatisations d'un certain nombre de sociétés de monopole dans lequel pour nous l'incompréhension était établie. En ce sens que quoi? Vous ne pouvez pas prendre une responsabilité étatique monopolisée qui appartient à l'ensemble de tous les Camerounais pour donner ce monopole à un privé.
dès lors que vous avez décliné dans la convention, c'est-à-dire avec des avenants qui dégageaient les responsabilités. Là est encore la deuxième erreur. Mieux, nous n'avons pas que ce secteur-là, parce que, autrement dit, tous les moyens que nous avons mis dans Camrail aujourd'hui indiquent à suffisance que l'exploitant, à savoir le groupe Bolloré, a profité simplement des Camerounais parce qu'il y avait une adéquation entre le service produit et le prix payé. Je rappelle, moi qui fais la sous-traitance avec Camrail, qu'entre 1999 et 2006, Camrail a augmenté 5 fois le prix de transport aux marchandises. Je rappelle aux téléspectateurs que la charge, l'exploitation de chemin de fer, dans sa grande majorité, est faite à 90% sur la marchandise. Il n'y a que 10% qui reste en fait sur le voyageur. Donc, là n'était pas le débat. Alors, on essaye d'allumer un contre-feu pour nous faire croire qu'il y a la responsabilité de l'État. La deuxième responsabilité, c'est la convention en elle-même. Si elle semble être secrète, le communiqué nous a donné quelques indications. Très clairement, en disant que on devait mettre en place un patrimoine, du moins une société qui devait veiller à la sécurité de notre patrimoine. Je voudrais conclure, pour que les téléspectateurs comprennent, que si vous lisez bien la convention, et moi j'ai eu l'occasion de jeter un coup d'œil dessus, il est dit dans les dispositions finales transitoires, et là je passe le contrôle d'un professeur, que la convention aura un comité de suivi. Nous avons mis 6 ans jusqu'à ce que Camrail se dédouane de la mise en place de ce comité de suivi. Ils ont même un cahier de charges. De ce cahier de charges-là. Donc pour dire qu'ils ont exploité, extirpé, absorbé tout. Parce qu'en même temps, ils ont éliminé toutes les usines d'usinage, ils ont fermé l'école de formation, ils ont éliminé tout ce qui les coûtait trop cher et ils aspiraient en longueur de journée. Je pense vous faire une révélation sur ce plateau. Camrail ne paye pas suffisamment de TVA à l'endroit du territoire, à l'endroit de l'État camerounais. Je le dis en étant transporteur. Et cela est extrêmement grave parce qu'on ne peut pas continuer à donner le terminal à conteneurs à un groupe, la manutention à un groupe, le transport ferroviaire à un groupe, et maintenant on est en train de donner le port de Kribi au même groupe. Le monopole de l'État ne peut pas être un monopole du privé. Professeur Sangay Amding, alors pourquoi est-ce que ce communiqué, pourquoi justement avoir choisi de communiquer, alors de faire savoir les grandes lignes de ce rapport camerounais par un communiqué qui reste très laconique, dans lequel on n'a pas tous les éléments qu'il faut pour comprendre ce qui s'est passé dans ce rapport-là? Est-ce que pour vous, avec ce communiqué, on a une bonne visibilité de ce qui a été fait comme travail? Est-ce qu'on... Bonjour à tous et merci, mesdames, messieurs, d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Droit de réponse, votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets d'actualité parus dans la presse en semaine. Plus de 7 mois après la catastrophe ferroviaire des ECA, les résultats de l'enquête gouvernementale mise sur pied au lendemain de ce drame ferroviaire ont été rendus publics cette semaine. Du moins, les grandes lignes de ces résultats, c'est donc à travers un communiqué signé de la présidence de la République que les Camerounais ont appris que le principal responsable du triste événement du 21 octobre 2016 sur le chemin de fer est Camrail, l'entreprise en charge du transport ferroviaire au Cameroun. Et comme vous l'imaginez, la publication de ce communiqué a suscité une vague d'interrogations et de commentaires cette semaine dans la presse, tant au sujet des prescriptions du chef de l'État qu'en rapport avec les résultats de la commission ayant jugé très incomplet. Nous décrypterons donc ce rapport dans cette édition de Droit de réponse. Autre sujet, c'est l'interdiction cette semaine d'une conférence de débat de l'organisation Amnesty International. L'ONG envisageait de tenir une réunion à Yaoundé ce mercredi sur des questions liées au respect des droits de l'homme et à la lutte contre le terrorisme. Une réunion qui a donc été interdite à la dernière minute alors que des participants étaient même déjà en salle. Dans la presse, on évoque les relations tendues entre cette organisation non gouvernementale et le gouvernement camerounais. Pour certains responsables d'Amnesty International, cette interdiction cache mal la frilosité du gouvernement camerounais à voir révéler au grand jour plusieurs entorses dans le respect des droits de l'homme.
Autre sujet à suivre au menu de nos échanges ce dimanche, avance-t-on vers la décrispation dans la crise anglophone? Certains optimistes pourraient bien le penser au regard de la dernière actualité au tribunal militaire. On a appris lors de la dernière audience que des leaders anglophones pourraient être mis sous surveillance judiciaire dès le 7 juin prochain, date de la prochaine audience. Maître Akbor Bala et Dr Fontem Neba pourraient donc en effet, à partir de cette date, comparaître libres. Mais les 24 autres détenus détenus donc pour les mêmes raisons, ne vont pas bénéficier des mêmes avantages. Est-ce de bonnes augures? On parlera de tout cela dans cette édition de Droit de réponse avec nos panélistes. Mais avant, on fait un tour de revue de presse avec Flavien Dongo, comme tous les dimanches, pour voir et comprendre comment est-ce que la presse a traité des sujets retenus. Bon dimanche à vous, Flavien. Bonjour et bonne fête des mères. Merci. Toutes les mères. Merci à vous. Vous êtes une mère et Merci. bonne fête à vous. Merci Flavien. Donc, alors on fait cette revue de presse avec les 3 sujets, ou plutôt 2 principaux, et un sujet quand même qui nous intéresse également, cette situation des leaders anglophones. Bien entendu, je voudrais bien commencer par des sujets qui ont attiré l'attention des reporters de la presse écrite cette semaine. Vous avez parlé de la catastrophe des ECA. La nouvelle expression révèle que le chef de l'État a finalement levé un pan de voile sur le rapport d'enquête du 352 qui avait sémé la désolation à Ezeka le vendredi 21 octobre 2016. Selon bien sûr le quotidien du Carrefour Equinox à Douala, au-delà de la chaîne de responsabilité à établir, donc les poursuites judiciaires sont prescrites aussi. Dans le communiqué rendu public par le secrétaire général de la présidence de la République, le journal, qui analyse d'ailleurs les contours de cette sortie, fait savoir que Paul Biya trompe les victimes avec 1 milliard de francs CFA. Dans les mesures prises, il y a la question sur le contrat qui lie d'ailleurs le Cameroun à Bolloré. Le reporter rappelle que le contrat a une durée de 30 ans. Dans le dossier proposé par la nouvelle expression, donc il est dit que le cas des ECA donne espoir pour les résultats des enquêtes des catastrophes du lac Nyos, de Nsam et Foulane et bien sûr de Manga Pongo, pour ne citer que ces quelques cas. Pour le journal Émergence, Paul Biya a simplement établi les responsabilités des Camrailles dans cette affaire qui a donc endeuillé des familles. Selon le rédacteur de l'article, le reporter de l'hécatombe, le reporter fait savoir que l'hécatombe de ferroviaire produit donc le 21 octobre 2016 avait fait, selon les autorités camerounaises, 79 morts. Un chiffre malheureusement contesté jusqu'ici, précise d'ailleurs Émergence. Sur le milliard alloué donc aux victimes, Émergence se demande comment est-ce que la répartition se fera, tout en révélant donc que c'est une autre porte ouverte au détournement et bien sûr à la corruption ainsi qu'aux querelles. Mutation pour sa part a donné donc la parole à Benoît Essiga, qui est l'un des rares experts qui faisait donc partie des enquêteurs commis par le procureur de la République près la cour d'appel du centre à Yaoundé, suite donc à la catastrophe des ECA. Pour lui, au-delà des faits, des éloges du chef au chef de l'État, précise néanmoins que l'audit de la concession de 1999 en passant par l'avenant de 2005 et celui de 2008, prescrit par le président de la République, permettrait donc de savoir si Camraille a respecté jusqu'ici les tâches qui lui ont été donc dévolues. L'expert ajoute que dans ces responsabilités qui concernent d'ailleurs principalement Camraille, il y a des membres du gouvernement qui sont aussi responsables, même si le communiqué ne les cite pas nommément. Il y a donc les ministres des Transports et celui, bien entendu, des Travaux publics. Le journal Repère, qui n'a pas raté le coach, révèle que les vrais coupables sont désormais connus. Selon Repère, l'actuel ministre des Transports voulant donc... N'indiquant clairement que Camraille était principal responsable, le gouvernement se mettait en cause parce que, à double titre, j'allais dire, parce que d'abord le gouvernement a une part dans cette entreprise privée. Et en plus, le gouvernement est responsable de la concession accordée au privé, n'est-ce pas, qui ont la majorité, qui disposent de la majorité dans cette entreprise. Donc, il y a une double responsabilité du gouvernement que je souligne, n'est-ce pas, dans ce communiqué. Voilà comment j'ai analysé dans un premier temps ce communiqué. Jacques Bimaille, dans la presse cette semaine, il y a eu des réactions à plusieurs vitesses. D'abord, l'euphorie d'avoir les résultats d'une enquête de ce type, ce qui, vous conviendra avec moi, ne rentre pas dans les usages du gouvernement de rendre les résultats après la mise sur pied des commissions, mais passé cette euphorie, dans la presse, on a finalement réagi, les observateurs ont réagi en se disant qu'on avait eu droit à un communiqué plutôt laconique dans lequel on n'avait pas assez d'éléments. Comment est-ce que vous avez réagi
en apprenant, alors, en voyant ce communiqué de la présidente de la République? D'abord, je dois vous dire que la commission IAN a fait un travail remarquable. Mais avant d'entrer dans ce communiqué, je voudrais d'abord expliquer aux téléspectateurs pour qu'on comprenne pourquoi on parle de la responsabilité principale de Cam-Rail. Nous avons mis notre chemin de fer en concession en 1999. Jusqu'en 2005, on a fait le premier avenant. L'État a pris la responsabilité de subventionner le transport voyageurs. Et ce qui est important, d'ailleurs, pour le contrat initial, Cam-Rail avait la responsabilité de tous les investissements dans ce secteur. Donc je parle dans le domaine des infrastructures, donc de la voie, de la gestion de notre patrimoine, en bref, du matériel roulant, de la sécurité. C'était la responsabilité à Cam-Rail, qui était donc ici le concessionnaire. Mais quelque chose arriva en 2008. Le 4 novembre 2008, il y a un avenant numéro 2 qui est signé entre l'État du Cameroun et le concessionnaire. Et dans cet avenant, parce qu'on sort de la concession, puisque l'État du Cameroun était désormais responsable de tous les investissements au niveau des infrastructures ferroviaires. Et la mission de maître d'ouvrage délégué, je dis bien maître d'ouvrage délégué, maître d'œuvre délégué, responsable de la sécurité de notre chemin de fer, toutes ces missions ont été confiées aux concessionnaires. Et ce qui est important, en plus de ça, donc la sécurité au niveau du chemin de fer était également confiée aux concessionnaires. L'État, à travers des subventions, a mis des moyens financiers très importants à la disposition du concessionnaire pour remplir ses missions. Et encore plus, des crédits ont été contractés auprès des bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale et mis à la disposition des Cam-Rail pour les travaux ferroviaires et l'achat du matériel roulant. Et bien sûr, l'État a mis en place ce qu'on a appelé le comité interministériel des infrastructures ferroviaires qu'on appelle le COMIFER, présidé par le ministre des Transports, pour le suivi des différents programmes. Donc, en tant que maître d'ouvrage délégué, maître d'œuvre délégué, chargé de la sécurité ferroviaire, vous comprenez qu'après la catastrophe des ECA, il ne faut pas qu'il y ait amalgame. Le concessionnaire est le principal responsable. Alors, le chef de l'État, laissez-moi terminer, le chef de l'État a bien parlé de principal responsable. Parce qu'il a eu une enquête, il a fait mener une enquête administrative. Nous sommes dans un état de droit. La justice va faire son travail et il y a certains détails. Donc la chaîne de responsabilité sera établie et je pense que le chef de l'État l'a dit. Il y a des audits qui seront menés pour savoir pourquoi avoir mis tant de moyens. Le chemin de fer, au lieu de se développer, de se moderniser, on a plutôt reculé aujourd'hui par rapport à la date de la mise en concession. Alors, M. Bima, ce que vous me dites en gros, pour que tous les Camerounais comprennent, c'est que l'État, alors le gouvernement n'avait aucun droit de regard ce qui se passait dans notre chemin de fer. C'est parce que je vous ai dit qu'il y a un comité interministériel des infrastructures ferroviaires, le COMIFER, qui était chargé du suivi des différents programmes. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir Cam-Rail comme seul responsable de ce qui s'est passé. Non, écoutez, je vous ai dit, pour le moment, on parle de responsable principal. Je vous dis que la chaîne de la responsabilité sera définie au niveau de la justice. Mais je vais vous dire ceci. Très bien. Laissez aussi l'amalgame en associant des positions